ceux qui ne me connaissent pas, mon nom et mon prénom sont écrits à l'écran. Donc, je m'appelle Martin. Je suis actuellement étudiant en master au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, en master systématique, évolution et paléontologie. Mais bon, ça n'a pas vraiment le lien avec ce que je vais vous présenter ce soir. Et chose un peu plus importante, je suis terrariophile amateur, comme je pense chacun d'entre vous. Et je m'intéresse particulièrement aux bestioles arboricoles. Donc bon, les caméléons, je pense que c'était tout indiqué. Donc pour ce que je vais vous présenter un petit peu ce soir, bon, voici un peu un plan global de ce que je vais vous présenter. Il sera divisé en deux parties. La première partie, je pense que c'est important d'en parler. C'est plutôt l'écologie, etc. de ces animaux. Souvent, quand on veut avoir un animal en captivité, principalement en terrariophilie, on va directement à la simplicité, c'est-à-dire qu'on regarde les fiches d'espèces et on regarde les besoins de l'animal, et puis ensuite on fait son terrarium, etc. Mais je trouve que la démarche n'est pas forcément bonne de base, puisque il vaut mieux s'intéresser déjà à l'écologie et à l'habitat et trouver des données sur cet habitat avant de s'intéresser aux fiches et aux besoins. Donc voilà, je pensais que c'était un bon point. Ensuite, on fera une petite pause au milieu entre ces deux parties, pour si vous avez des questions. Benoît nous lira peut-être les questions qu'il y aura eu dans le chat, s'il y en a évidemment. Et vous pourrez éventuellement allumer vos micros et on pourra discuter de vive voix, ce sera un peu plus interactif, un peu plus sympa. Et ensuite, la deuxième partie est vraiment consacrée à la maintenance, principalement du coup le Furcifère pardalis, puisque c'est la seule espèce que j'élève jusque-là, enfin que je maintiens jusque-là. D'ailleurs, à ce propos de maintenance, vous verrez qu'il n'y a justement que de la maintenance et pas de l'élevage. La raison est simple, c'est que ça fait pas si longtemps que je suis là-dedans et je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de la reproduction, donc comme je n'en ai pas fait, je ne peux évidemment pas vous en parler. Mais vous inquiétez pas, il y a déjà largement de quoi faire en maintenance avant de passer à la reproduction. Sur la photo que vous voyez au milieu, c'est mon Furcifère pardalis, mâle. Et quand vous le verrez à chaque fois, ce sera sur les diapos, cette photo, ce sera pour illustrer un petit peu, ce sera pour faire des apartés, justement, dans la première partie, sur cette espèce, pour faire un petit point plus centré sur les besoins de cette espèce ou son écologie. Donc, sans plus attendre, passons à la suite. Alors, où sont placés les caméléons, déjà de base? Eh bien, sont placés. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un caméléon? Un caméléon, évidemment, c'est un reptile. Enfin, même si les reptiles sont paraphylétiques, on parle plutôt de sauropsines, s'ils incluent les oiseaux. Donc, du coup, sans les oiseaux, ça donne les reptiles. Et les caméléons forment une famille à part entière, qui est relativement proche des anolis, des iguanes et des agames, puisqu'ils appartiennent à un groupe qui s'appelle les iguania. Donc voilà, sur cette diapo, j'ai pas énormément de choses à dire. Je pense que je vous apprends pas forcément grand-chose en vous disant que c'est des reptiles. Là, sur cette diapo, avec un peu plus de choses importantes, on apprend que les caméléons sont divisés en 12 genres actuellement, avec 213 espèces décrites à l'heure actuelle. Alors, 214 en fait, mais la dernière espèce qui a été décrite cette année, la publication, il y a quelques petites choses qui m'ont fait tiquer, alors j'hésite encore à vous présenter dans les chiffres. En tout cas, moi, il y a quelques petites choses qui me dérangent dans la publication, mais voilà, bon, ça c'est vraiment du débat de fond, et c'est même pas forcément à moi d'en débattre, mais globalement, retenez le chiffre global de 213, 200, 210 espèces environ. Sachant que c'est un chiffre qui va encore évoluer, parce qu'on se rend compte que finalement il y a beaucoup d'espèces cryptiques avec des complexes d'espèces possibles. Par exemple, ici je vous ai présenté des photos de 4 mâles de Trioceros sternfeldi, qui est probablement un complexe de plusieurs espèces. Il y a une étude en cours sur le sujet, mais donc voilà, il y a des espèces qui pourraient être dans les prochaines années ou prochaines décennies divisées en plusieurs autres espèces. Donc ça promet d'être intéressant. Donc vous voyez ici entouré en rouge l'emplacement dans l'arbre phylogénétique des caméléons, le genre Furcifère, là où se trouve le Furcifère pardalis dont je vais vous parler. Ici, en termes de répartition géographique, donc les caméléons se trouvent sur tout le continent africain, au Moyen-Orient, un petit peu en Europe et un petit peu en Asie. Alors tout le continent africain, à l'exception du plein centre du Sahara, même si certaines espèces peuvent faire des incursions en zone désertique, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Alors il n'y a aucun caméléon originaire naturellement du côté américain du Nouveau Monde,
Et si on entend parler des caméléons du Nouveau Monde, on vous parlera sûrement des Anolis, qui n'ont rien à voir en termes de phylogénie avec qui ne font pas partie de la famille des caméléons. En bas, vous pouvez voir aussi la répartition donc du Furcifère pardalis, qui se trouve exclusivement à Madagascar. Et en parlant de Madagascar justement, vous voyez sur le petit diagramme à côté que pratiquement la moitié des espèces de caméléons sont endémiques de Madagascar. Donc la diversité est énorme là-bas, et si vous voulez voir des caméléons, je pense que c'est vraiment une destination rêvée. Sur cette autre diapositive, on peut voir un petit peu la répartition des 12 genres. Bon, c'est très général, hein. Il y a juste des flèches, ça n'indique pas vraiment des répartitions, mais on situe un peu mieux les emplacements où on peut trouver les différents genres. Et le genre caméléon qu'on voit là-haut est vraiment très intéressant parce que c'est le seul genre de caméléon qu'on trouve sur le continent africain et sur le continent eurasiatique. Donc on trouve une espèce en Europe et une espèce en Inde, on en trouve même au Moyen-Orient et sur tout le continent africain. Le seul qu'ils ont loupé, c'est Madagascar. Ils étaient à ça de réussir d'avoir toute l'aire de répartition des caméléons. En termes d'habitat et de climat, on a vu que justement leur aire de répartition était quand même assez vaste, donc on a évidemment des habitats extrêmement variés qui vont des déserts au plateau d'Afrique au final, en passant par des savanes, des forêts vierges, des forêts brumeuses, etc. Et donc des climats aussi très différents, avec des climats ici qui sont cités, mais il y en a d'autres, et surtout très importants, il y a aussi des microclimats à prendre en compte. Par exemple, si vous avez une espèce qui vit dans une forêt en particulier, prenons une forêt malgache par exemple, vous avez un caméléon arboricole, on va prendre le Furcifère pardalis par exemple, qui vit en haut dans les arbres. Et si vous prenez un caméléon terrestre, par exemple un Brookesia, le microclimat est très important. Vous n'allez pas avoir les mêmes paramètres. Vous n'allez pas avoir la même hygrométrie forcément, la même luminosité, la même température au niveau du sol qu'en haut des arbres. Bref, alors qu'ils sont dans la même forêt, ils n'ont pas forcément les mêmes paramètres dans l'habitat, le même microclimat. Et ça, c'est important à prendre en compte quand on veut faire de la maintenance. Et il ne suffit pas de regarder les données climatiques d'une région pour tout savoir sur les conditions de maintenance et de vie, d'ailleurs, en général, de cette espèce. Alors justement, à propos de l'habitat et du climat spécifique au Furcifère pardalis, on a vu un peu plus haut la répartition, donc il est surtout sur la partie nord et la partie côtière de Madagascar, à une altitude assez basse au final, puisqu'il reste autour de la côte, et c'est une espèce de lisière, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vivre dans les forêts profondes, mais elle va profiter des endroits plus ensoleillés, plus ouverts, avec des lisières, des clairières, des bords de chemin, etc. Ou même des cultures, d'ailleurs, c'est une espèce qui vit assez proche des habitations au final. Et c'est une espèce qui reste assez proche du sol, en tout cas, on ne trouve pas d'individus à beaucoup plus de 10 mètres. Évidemment, comme son aire de répartition passe par plusieurs zones de Madagascar, il y a plusieurs types de climats, mais qui sont assez semblables, donc en captivité, c'est relativement simple d'avoir un climat global. Et évidemment, à Madagascar, il y a une saison des pluies, une saison sèche, donc qu'on peut, de préférence, reproduire en captivité. C'est assez simple au final. Même si on ne la fait pas, c'est une espèce très résistante, donc pas forcément hyper important comparé à d'autres espèces plus difficiles, mais ça peut être bien de la recréer. En termes des températures et en termes d'hygrométrie, on en reviendra un peu plus tard, mais ici vous avez quelques données, mais vraiment très très générales. C'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre. C'est une espèce qui est divisée en différentes localités. Ici vous en avez plusieurs exemples, je ne sais même pas si j'ai mis l'exhaustivité. En termes de mœurs, les caméléons sont diurnes, ils n'ont même pas la capacité de voir dans l'obscurité puisqu'ils sont dépourvus de bâtonnets. Donc, ou alors ils en ont très peu, je ne sais plus, mais il me semble qu'ils s'en sont dépourvus. Donc ce qui fait que dès qu'ils sont dans l'obscurité, ils ne voient plus rien, et donc autant dormir. Donc 100% diurnes. Ils sont très largement, majoritairement arboricoles, et d'ailleurs même certaines espèces terrestres comme les caméléons nains, les caméléons pygmées, possèdent les caractéristiques de l'arboricolie, donc issus de leurs ancêtres qui étaient très probablement arboricoles.
Ce sont des animaux en très large majorité territoriaux et solitaires. In situ, on observe très facilement des combats entre mâles pour se partager un territoire ou partager des femelles. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans la captivité, ce qui fait que ce sont des animaux à maintenir seuls. Essentiellement entomophages, pourquoi j'ai pas mis insectivores ici, c'est parce qu'on peut avoir aussi d'autres arthropodes qui sont consommés, plus ou moins gros en fonction des espèces évidemment. Et on peut aussi avoir, pour certaines espèces, consommation de petits vertébrés, reptiles, oiseaux, petits mammifères plus rarement, même si ça reste anecdotique. Et pour certaines rares espèces, des végétaux, occasionnellement, comme le Calyptratus, très connu pour ça, mais aussi par exemple des restes de végétaux ont été retrouvés dans les contenus stomacaux de Trioceros melleri. Donc c'est quelque chose à connaître, pas forcément à prendre en compte. Enfin, on va pas parler de ces espèces-là, mais c'est intéressant de le savoir. Les changements de coloration servent à la communication. Contrairement à la légende, en tout cas, ils ne changent pas de couleur essentiellement pour se camoufler. Mais après, ça dépend des espèces. Par exemple, les caméléons terrestres, eux, ont une coloration beaucoup plus cryptique qui leur sert essentiellement à se camoufler, même s'ils peuvent aussi changer de couleur. Comme la très large majorité ou tous les reptiles, ils sont hétérothermes, c'est-à-dire qu'ils sont à température, enfin leur corps est à température variable, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se thermoréguler et la température externe de l'environnement joue énormément sur leur température interne. Donc ils ont besoin de se thermoréguler pour avoir une température idéale pour leur activité. Certaines espèces sont ovipares, d'autres vivipares, ça dépend. On trouve beaucoup d'espèces vivipares chez les caméléons d'altitude principalement, qui vivent dans des habitats plus froids, mais pas que. Maintenant, principalement pour le Furcifère pardalis, donc lui, il est vraiment 100% arboricole, et essentiellement insectivore, donc il va consommer, cette fois j'ai mis insectivore parce que c'est vraiment la majorité. Les contenus stomacaux et les analyses des déjections in situ ont montré que c'était principalement vraiment des insectes, avec quelques araignées, etc. Et notamment beaucoup d'hyménoptères, c'est intéressant à savoir, donc tout ce qui est guêpes, abeilles, etc. Très consommé dans la nature. Évidemment, en captivité, difficile à reproduire, mais c'est intéressant à savoir. C'est un animal territorial, cette fois, lui, 100%, donc à maintenir seul, évidemment. Ovipare, pond des œufs, et généralement peu agressif et curieux. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la captivité. Bon, évidemment, ça dépend des individus, mais moi, je sais que le mien, par exemple, est vraiment très très curieux. Les caméléons, en général, sont très très curieux. Je les compare à des véritables caméras de surveillance. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il leur faut quelque chose à observer. Et c'est vraiment important. Je pense qu'ils ont besoin d'un stimuli visuel et de choses à observer. C'est des animaux actifs, quand on leur laisse la possibilité. Et leur espérance de vie est 3 ans pour les femelles et 5 ans en moyenne pour les mâles. Mon caméléon est actuellement âgé de 6 ans. En tout cas, il le sera en août, là, d'ici 2-3 jours, quelques jours, je ne sais plus combien on est. Donc c'est un vieux pépère. Ici, vous avez un schéma très rapide, c'est pour juste remémorer un petit peu la morphologie d'un caméléon, juste histoire de voir. Alors c'est à la base, ça c'est un caméléon hypothétique, hein, que j'ai dessiné à partir d'un Trioceros melleri, mais j'y ai rajouté une crête gulaire et une crête ventrale que le melleri n'a pas. Et sa tête aussi, j'ai un petit peu raté son rostre, donc c'est pas exactement pareil. J'ai mis en vert les adaptations à la vie arboricole. C'est simplement pour montrer que les caméléons sont vraiment très adaptés à ce milieu, en tout cas les caméléons vrais, en tout cas les Caméléoninae. Pour le Furcifère pardalis, donc c'est une grande espèce. C'est vrai qu'on se rend compte. Enfin, moi, j'ai vu par rapport à d'autres espèces que j'ai vues, on se rend pas toujours compte avec les photos, mais la majorité des caméléons sont vraiment très petits. Et pas forcément des caméléons nains, hein. La majorité sont vraiment petits. Donc 20 à 50 cm que comprises, c'est vraiment grand. Le dimorphisme sexuel est important. On reconnaît très bien les mâles des femelles. Les mâles sont très colorés, plus grands que les femelles. Les menaces. Les caméléons sont, comme beaucoup de reptiles et d'amphibiens, très menacés dans leur milieu naturel et à protéger bien évidemment, comme leur écosystème. Ils sont menacés principalement par la déforestation, pour plusieurs raisons, que ce soit pour l'agriculture, notamment à Madagascar, la culture sur brûlis qui est très, très courante. Le changement climatique est une menace importante aussi.
Notamment, par exemple, là, pourquoi ce schéma? C'est que certains caméléons vivent dans les montagnes isolées, notamment, je pense au genre Triocéros, les espèces d'altitude. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente les températures? Eh bien, c'est-à-dire que déjà, il y a deux choses. Ces caméléons sont adaptés à une certaine température, donc ils ont besoin d'avoir cette température préférentielle. Et si la température monte, ils vont devoir monter en altitude pour garder cette température. Mais la deuxième chose qui va se passer, c'est que des espèces plus compétitives vont monter aussi avec la montée des températures vers le sommet. Et ces deux, donc les caméléons et d'autres espèces de reptiles, potentiellement, vont se retrouver en compétition pour des proies identiques. Et finalement, cette compétition ne va pas forcément être à l'avantage des caméléons qui auront des besoins climatiques différents et qui ont un métabolisme parfois plus lent. Et donc, ils vont perdre souvent cette compétition et vont devoir s'isoler vers le haut. Mais le problème, c'est que si le changement climatique s'accentue, ils vont devoir monter toujours plus haut, mais on ne peut pas mettre un escabeau par-dessus la montagne et ça devient compliqué pour eux. Donc voilà, le commerce illégal est aussi un gros problème, que ce soit pour la terrariophilie, hein, c'est très courant, mais aussi pour d'autres choses, par exemple pour faire des poudres pour la pharmacopée asiatique ou des choses comme ça. Donc le commerce illégal est lié évidemment au braconnage, hein. Ici vous voyez une saisie qui a été faite il y a quelques années de je sais plus combien de caméléons séchés qui étaient à destination du commerce pour des poudres il me semble, ou pour la vente, je sais plus, comme ça, d'ornement. C'est un peu bizarre c'est un peu glauque. Et évidemment en dernier lieu, des espèces invasives ou exogènes qu'on transporte un peu partout avec nous humains. Alors les chats trop mignons, les rats, des fourmis de feu, etc. Il y en a d'autres. On en emmène un peu partout, ils nous suivent toujours, et c'est toujours un fléau pour l'environnement, et pas que pour les caméléons, malheureusement. Ah oui, j'ai oublié un dernier point aussi, parler du Purdifère pardalis. Lui, il est plutôt tranquille au final. À Madagascar, il est pas trop embêté par la présence de l'homme, et il en profite même parfois. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est une espèce de lisière qui vit pas en pleine forêt, et en fait, il apprécie grandement l'aide de l'homme quand il défriche la forêt pour faire des routes, puisqu'on observe des installations de pardalis tout au long des routes qui sont défrichées par l'homme. Donc son aire de répartition s'étend au fur et à mesure que l'homme crée des trouées et des percées dans la forêt. Donc c'est pas une espèce qui est particulièrement embêtée par la présence humaine. Par contre, il y a des déplacements d'individus, qui soient volontaires ou non d'ailleurs. Sinon, toi, du canapé. Oui, donc je disais, les pertes enfin, il y a des déplacements d'individus qui peuvent créer un brassage génétique involontaire, souvent, et donc perdre des localités comme ça par transfusion enfin, déplacement d'individus. Ce qui est assez embêtant. Voilà. Alors les caméléons sont, comme beaucoup d'autres espèces et une grande partie des espèces végétales ou animales, protégées par la législation. Donc commençons déjà par la législation internationale, donc très connue avec la Convention de Washington et la CITES. Les caméléons sont majoritairement cités en annexe 2, comme le Furcifer pardalis en fait partie, et au final, une seule espèce de Brookesia est classée en annexe 1. Alors, qu'est-ce que c'est que l'annexe 1 ? L'annexe 1, au final, ça veut dire que les espèces sont intégralement protégées et qu'on n'a aucun droit d'exporter ces animaux. L'annexe 2, par contre, on a le droit d'exporter ces animaux avec un certificat d'exportation et d'importation de la part du pays exporteur et importeur. Donc, annexe 2 pour le Furcifer pardalis. Ensuite, on a la législation européenne, un peu plus restrictive, mais pas énormément sur les caméléons. Il y a juste un changement avec l'ajout du caméléon commun dans l'annexe A, qui fait office d'annexe 1 au final. C'est exactement le même fonctionnement que la CITES, mais en version européenne, quoi. Et en un peu plus restrictive. Mais ici, le Furcifer pardalis ne change pas, il est toujours en annexe B, donc on peut toujours l'obtenir tant qu'on peut prouver que l'individu est originaire de captivité ou qu'on peut fournir le permis de CITES pour montrer que notre caméléon n'a pas été braconné. La législation française, ça se complique un peu, donc l'arrêté à vraiment bien connaître, c'est l'arrêté du 8 octobre 2018, qui a abrogé beaucoup des arrêtés précédents qu'on connaissait et qui est vraiment à connaître impérativement.
Je précise, et j'ai été étonné parce que j'ai revu un petit peu tout ça juste avant de faire mon diapo, et je ne savais pas qu'il avait été modifié par un nouvel arrêté en mars 2021. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, je vous remets ça. Je crois pas que les changements soient énormes, mais voilà, il y a des petites modifications. C'est utile de regarder de temps en temps ce qui change. En tout cas, pour nos caméléons, ça change rien. On a toujours 2 caméléons en France autorisés sans certificat de capacité, en tout cas jusqu'à un certain nombre d'individus, ici 25 individus. Donc le Pardalis est toujours autorisé sans certificat de capacité, tant qu'on ne dépasse pas un nombre, autant on ne dépasse pas 25 individus. Cet arrêté du 8 octobre mentionne aussi un marquage. En effet, un grand nombre d'espèces doivent maintenant être identifiées par puce électronique ou, lorsque c'est impossible, par photographie. Alors les caméléons sont concernés par la puce, ils doivent être pucés. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément adapté à toutes les espèces, parce que les caméléons sont quand même fragiles. Mais en tout cas, vous êtes obligé de faire pucer votre animal. Je vous ai mis ici des extraits de l'article. Et ben c'est l'heure de la pause. J'ai été vraiment très très vite. En fait, je me rends compte que j'ai été trop vite. J'ai même probablement oublié des détails. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si je vais les choses mal. J'ai peut-être oublié des choses. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez rallumer vos micros ou alors dis-moi si tu as des questions à me lire. Ouais, j'ai Voilà. noté deux, trois questions, il n'y a pas de souci. J'ai été On va vraiment regarder rapide. ça J'ai ensemble. parlé un peu vite. Après, j'ai noté des questions, je pense que tu réponds sur les parties suivantes. Donc, je sais pas si on va les traiter maintenant ou Ouais. pas. Je te les propose et tu me dis ce que tu en penses. Ouais. Il y avait une question sur un point chaud dans une pièce qui était déjà à température, style 27, 28. Donc, Ouais, ça, je pense que tu vois ça on dans la va en deuxième parler partie. après. Après, il y a la partie très marrante sur la maintenance. Là, c'était la mise en bouche. Comment différencier mâle et femelle, je pense que tu traites ça après. Et J'en ai pas parlé. En fait, comme j'ai. Je sais pas si c'est Retubot toujours qui essaye de parler là. ouais, c'est bon, il a coupé le micro. Ah, ok. Donc, différence mâle et femelle, à la base, j'étais censé l'aborder très rapidement, mais au final, comme j'ai trouvé que j'avais beaucoup de choses à dire après, je l'ai pas fait, donc je peux répondre tout de suite. La différence entre les mâles et femelles, déjà, il y a une différence de taille. Le mâle étant bien plus grand que la femelle, en général. Enfin, il y a des petits mâles, il y a des grandes femelles, mais globalement, il y a une bonne différence de taille. La femelle est beaucoup moins colorée, elle est plutôt grise, rosée, ça dépend de son humeur, hein. Mais tandis que le mâle est vraiment très coloré. Alors après, quand on a affaire à un juvénile, évidemment, c'est plus difficile de sexer. Il n'y a pas comme chez le Calyptratus l'éperon au niveau des pattes arrière. Ça, c'est pas possible. On peut pas dire que le caméléon est une femelle parce qu'on voit pas d'éperon, parce qu'au final, le mâle n'en aura pas non plus. Par contre, on peut regarder la poche hémipéniale, qui peut se voir relativement tôt si on a l'œil. Mais après, faut pas hésiter à demander conseil à des gens, hein. On envoie une photo de l'arrière à la base de la queue, une photo nette, et peut-être que c'est possible de sexer relativement tôt. Il y a des gens qui arrivent très bien à sexer. Je connais une personne qui arrive à sexer à la sortie de l'œuf. J'en serais probablement incapable à vie, mais voilà, ça peut se faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant que la deuxième partie est plus sympa, plus rigolote, et plus tournée maintenance, donc j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Et elle est surtout plus longue, normalement. Je vais essayer d'aller moins vite, parce que là j'ai vraiment tracé, j'ai sûrement oublié plein de trucs. C'est le stress. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut reprendre la suite. Et bien, partie 2. Et bien Attention, la suite. Le volume 2. Alors, en termes de maintenance, maintenant, en termes de généralité, moi je dirais qu'il y a 4 catégories. 3 principales et une subsidiaire. Des catégories d'élevage. Il y a premièrement les espèces montagnardes, les espèces forestières, les espèces de milieu ouvert et un peu les espèces de milieu aride, même si j'en connais vraiment pas beaucoup, voire juste une. C'est des espèces, enfin c'est des groupes d'espèces qui n'ont aucun lien avec la phylogénie, hein. C'est juste des méthodes d'élevage et qui sont caractérisées par des paramètres globaux différents. Alors, ce que vous voyez ici, les gradients de température, hygrométrie et lumière, c'est vraiment très général, faut pas prendre ça au pied de la lettre, là c'est juste une illustration, mais ça donne un petit peu une idée des différentes catégories. On n'élèvera pas forcément une espèce de milieu ouvert comme un pardalis, comme on pourrait élever une espèce montagnarde ou une espèce forestière. Dans les espèces forestières, j'entends les espèces qui vivent vraiment dans les forêts vierges, les forêts profondes, denses.
Et les espèces montagnardes, c'est des espèces qui vivent sur les hauts plateaux, par exemple africains, comme une grande partie des triocéros, mais pas tous. En espèce de milieu aride, moi je connais le Cameleo namaquensis, mais à part ça, j'ai même pas d'autres idées en tête. Donc c'est vraiment anecdotique et peut-être qu'on pourrait même le classer dans l'espèce de milieu ouvert avec des ajustements pour cette espèce vraiment très particulière. Donc nous, on va se concentrer évidemment sur les espèces de milieu ouvert dans les diapositives, puisqu'on va parler essentiellement du Furcifère pardalis. Alors ce que je vais te dire va sembler très général et même simpliste. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi qui regardent ce soir, et je sais que ça va peut-être être un peu basique au final, mais voilà, je sais qu'il y a aussi des personnes qui débutent, qui regardent, et c'est bien de reprendre les bases. Donc toujours dans les généralités, la manipulation, ça c'est important quand on a un animal, évidemment on veut le manipuler, et parfois on y est même contraint évidemment pour faire de la maintenance ou des choses comme ça, et c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme la grande majorité des reptiles, la manipulation est parfois tolérée, mais elle n'est jamais appréciée. Et encore, il y a certains qui ne la tolèrent même pas. Les pardalis, on a la chance que la plupart des individus tolèrent facilement les manipulations, mais évidemment, c'est quelque chose que nous on apprécie, mais eux ils n'apprécient pas évidemment. On ne peut pas caresser comme on caresserait un chien ou un chat, et c'est un animal qui est vraiment sensible. D'ailleurs, au toucher, il faut savoir que les caméléons ne se touchent jamais. C'est une communication exclusivement visuelle. Les seules choses qu'ils touchent, c'est pendant les combats entre mâles ou la reproduction, avec les contacts mâle-femelle qui sont, on peut le dire, assez violents, donc très peu appréciés. Les autres choses qui touchent, c'est le décor, les feuilles, les branches, la pluie qui est assez mal appréciée d'ailleurs chez la plupart des espèces. Donc vraiment les contacts à éviter. Seulement, il faut le laisser venir sur soi, c'est lui qui prend contact, et c'est la meilleure façon. Alors évidemment, je parle de manipulation, pas de contention. La contention, c'est totalement différent, c'est quand on veut faire une opération vétérinaire ou toute autre chose, et là c'est vraiment du maintien de l'animal pour lui faire ce qu'on a besoin de lui faire. Il y a une manière de tenir son caméléon, on ne le prend pas comme on prend un rongeur. Si on le tient comme vous voyez sur la petite illustration en bas, les côtes se brisent. Donc de toute façon, je vois pas comment vous pourriez le faire. Le caméléon va automatiquement vous saisir les bras, le doigt, voire vous mordre s'il n'est pas d'accord. Donc à éviter, faut le laisser venir vers soi. Les caméléons, comme plusieurs autres reptiles, voire peut-être une grande partie, sont porteurs sains de la salmonellose. Alors pas tous, mais certains peuvent l'être, porteurs sains. Donc pour éviter tout type de zoonose, donc maladie transmissible de l'animal à l'homme, vaut mieux se laver ou se désinfecter les mains avant et après avoir touché un animal. C'est une règle de base de la terrariophilie, qu'on a tendance à oublier très souvent. Moi le premier, je le fais assez peu, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, et je vais essayer de le faire plus. On va éviter de créer un nouveau Covid. En termes de transport, alors le gros avantage qu'on a avec les caméléons, c'est que c'est très facile de les transporter, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les caméléons ne voient pas dans l'obscurité, et dès qu'ils ne voient pas, ils dorment. Donc c'est très facile, il suffit de les mettre dans une boîte ou un sac dans le noir. Alors pour éviter les chocs thermiques, il vaut mieux doubler cette boîte avec du polystyrène, et s'il fait vraiment froid, mettre une bouteille d'eau tiède, et là il n'y aura vraiment aucun problème. Ne pas oublier le perchoir, parce que c'est un animal arboricole, sa seule façon de se tenir correctement, c'est de pincer avec ses pattes une branche et de se tenir fermement et naturellement pour lui à cette branche. Donc avec ça, pas de problème, une boîte dans le noir, percée évidemment pour respirer, isolée des chocs thermiques, c'est parfait. Certains le font dans les sacs de toile, j'ai pas essayé, mais apparemment ça marche bien aussi. La quarantaine, on n'y pense pas assez, même moi, pareil que pour le lavage des mains, j'y pense pas assez, mais c'est vraiment hyper important, surtout si vous avez d'autres animaux. Moi j'en ai pas énormément, mais parce que j'ai pas la place. Mais c'est vraiment important de mettre une quarantaine. Déjà dans une installation spécifique, avec du matériel spécifique, donc il ne doit pas être mélangé avec le matériel que vous avez pour les autres animaux, et ces animaux ne doivent pas être en contact. Pour les caméléons, on considère, en tout cas d'après ce que j'ai lu, une quarantaine d'environ 2 mois, histoire de prendre le temps de vérifier l'absence de parasites, surtout, l'activité de l'animal, son appétit, sa respiration, les problèmes respiratoires sont courants chez les caméléons, le bon déroulement des mues, etc. Ça c'est vraiment important. N'hésitez pas à envoyer parfois, si vous avez un doute, des déjections en laboratoire pour voir s'il y a des parasites. C'est vraiment un problème qui peut être, alors surtout récurrent avec des espèces importées, donc avec des animaux sauvages qui ne sont pas nés en captivité,
mais ça peut arriver parfois d'avoir des animaux parasités qui viennent de naissance en captivité. Alors là, vous pouvez utiliser des installations très simples pour pouvoir tout désinfecter facilement entre chaque animal et même de temps en temps en fait, il faut que le nettoyage soit facile. Donc, vive le plastique, c'est facile. Et donc, même les plantes, en vous assurant que les plantes sont quand même adaptées et qu'il y ait suffisamment de cachettes, etc. L'installation doit quand même être conforme à ce que je vous dirai après sur le type d'installation et l'aménagement, mais il faut que ce soit des choses faciles à nettoyer, à remplacer. À l'installation, c'est la première chose. Donc je vais vous parler déjà dans un premier temps de l'installation en caméléonarium. Alors pourquoi je ne dis pas le mot flexarium? Alors le terme flexarium, c'est un terme commercial. C'est issu de... c'est une marque qui a donné ce nom à un produit. Donc le terme flexarium ne correspond pas du tout à la généralité de ce qu'on voit, de toutes les installations de caméléons, c'est juste un produit particulier. Vous pouvez utiliser ce mot pour si vous utilisez réellement un caméléonarium qui est un flexarium, mais je vous le cache pas que ça me brise un peu le cœur de parler de flexarium pour une grande installation fait maison qui n'a rien à voir avec le produit commercialisé. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors quel est le but de cette installation? Évidemment, dans un premier temps, il faut qu'elle corresponde aux besoins du caméléon. Le caméléon étant arboricole, il faut favoriser la hauteur. Alors évidemment, on peut avoir une largeur gigantesque, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune limite, mais comme c'est un animal arboricole, il lui faut de la hauteur. Alors c'est un animal qui a besoin d'une grande ventilation, donc une ou deux parois minimum qui sont partiellement ou entièrement grillagées, en plus du plafond pour laisser passer les éclairages, les UV, etc. J'en reparlerai juste après. Ensuite, il faut que cette installation soit pratique. Évidemment, bon ça c'est secondaire, mais c'est quand même plus simple pour l'entretien, pour le nourrissage, etc., d'avoir une installation qui est pratique. Je pense notamment aux évacuations d'eau, j'en reparlerai plus tard, on n'y pense pas, mais c'est utile. Et enfin, esthétique autant que possible. Alors ça dépend ce que vous voulez faire, évidemment. Si c'est dans une pièce d'élevage où vous apportez aucun intérêt à l'esthétique et que vous voulez uniquement du pratique, bon, on s'en moque un peu. Mais si vous avez un caméléon dans une pièce à vivre, un bureau, etc., l'esthétique peut être important. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du bien-être de l'animal. Alors l'emplacement, il faut que ce soit dans une pièce calme, à l'abri des courants d'air, etc. Donc on ne peut pas mettre son caméléon dans les toilettes, évidemment. Bon, ça c'est un petit peu bizarre, les gens qui font ça, mais bon, pourquoi pas, mais non. Pas dans la cuisine pour le bruit, les odeurs, bon, vous comprenez. Et dans un couloir en plein courant d'air, près de la porte d'entrée, ça c'est pas possible non plus. Ce qui peut être bien, évidemment, une pièce d'élevage, ça c'est l'idéal. Ensuite un bureau, pourquoi pas, s'il a les températures requises, un sous-sol, pareil, s'il a les températures requises. Bref, un endroit calme, sans courant d'air, etc., avec une température stable, voilà. En termes de dimension, moi ce que je trouve comme minimum utile, c'est 80, 70, 120, c'est ce que j'utilise comme minimum, c'est ce que j'ai remarqué. Alors je vous expliquerai pourquoi, bon, ces dimensions sont variables, c'est pas précis là-dessus, mais c'est juste que ce que je trouve dans le commerce, c'est vraiment petit, et je reviendrai là-dessus juste après. Alors en termes de matériaux, pas de verre, pas de verre, pas de verre, pas de verre. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment la ventilation. Ce sont des animaux arboricoles. Du haut des arbres qu'ils habitent, là-haut dans la cime des arbres, la ventilation est constante. L'air circule tout le temps. Même dans une forêt, l'air circule. Et ils ont un système respiratoire qui est assez sensible. Donc de la ventilation, c'est important. Ensuite, pourquoi pas du verre avec des ventilateurs? Parce que pour deux autres raisons. Le caméléon ne voit pas forcément qu'il a une paroi en verre avec lui et va essayer continuellement de passer à travers. En tout cas, une grande partie des individus vont essayer de passer à travers et s'épuiser à gratter contre la vitre. On peut voir des abrasions rostrales, etc., des problèmes... bref, ça peut déclencher différents problèmes. Et enfin, la dernière raison, c'est que si vous avez des parois qui donnent un reflet de votre animal, eh bien le caméléon va soit essayer de l'attaquer, soit ne va rien faire et vous n'allez rien voir, vous n'allez pas voir que votre animal voit son reflet, mais il va stresser en continu et il va continuer à voir cet individu. Il n'y a pas de problème dans la nature si un caméléon voit un congénère et se met à essayer de défendre son territoire pendant 15-30 minutes, il n'y a aucun problème, ça arrive de temps en temps de croiser un congénère, mais s'il voit son reflet continuellement, jour après jour, je vous assure que votre caméléon il va pas apprécier. Ça n'arrive pas avec tous les individus, mais ça peut arriver.
Alors pourquoi j'ai barré un radiateur? C'est pas que votre pièce ne doit pas être chauffée, elle doit l'être, en tout cas correctement pour vous et pour votre animal, mais vous ne devez pas installer l'installation à côté d'un radiateur ou d'une cheminée. Bon ça, une cheminée c'est un peu bizarre, je voudrais pas faire du caméléon rôti, mais parce que ça dessèche l'atmosphère, évidemment, et les températures risquent de pas être optimales, mais c'est surtout pour le fait que ça dessèche vraiment l'atmosphère. Alors évidemment, ne placez pas votre installation à côté de la télé, des enceintes, etc. Les vibrations dérangent la grande majorité des reptiles, je dirais même probablement tous sans vouloir m'avancer trop. Et pourtant, je vois toujours, notamment sur Facebook, plein d'installations dans le salon à côté de l'enceinte. Bon, j'ai même déjà vu des gens qui posaient leurs enceintes sur l'installation. Bon, bah, pas top. Ensuite, évidemment, les animaux de compagnie, à éviter, au moins dans la pièce, fermez la pièce où il y a votre animal. Un chat reste un prédateur, un oiseau reste un prédateur, même si ce n'est pas le prédateur, même si votre perruche n'est pas un prédateur à part pour des graines, ça peut être considéré pour votre caméléon comme un prédateur. Beaucoup d'oiseaux chassent in situ, beaucoup de rapaces chassent les caméléons, donc vraiment une mauvaise idée, votre animal va stresser, même face à un chien, etc. Les enfants, pourquoi j'ai barré les enfants? C'est pas que j'aime pas les enfants, j'ai aucun problème avec les enfants, mais évidemment, un enfant, j'espère pour eux, s'ils sont heureux dans leur vie, ils courent, ils jouent, etc. Et ça peut déranger un animal d'avoir toujours de l'agitation comme ça autour de lui. Donc à éviter, après évidemment vous faites comme vous voulez, vous connaissez. Un individu par installation, ça revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment impératif. C'est des animaux territoriaux qui vivent seuls. C'est vraiment, on peut pas ajouter un caméléon en se disant bah il va se faire un copain. Non, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Il y en a qui diront ça a marché chez moi pendant des années, etc. Il n'y a pas de problème. Bah ça peut arriver. Il faut toujours des choses pour me contredire et pour contredire tous ceux qui disent que c'est un individu par installation. Ça peut arriver. Mais franchement, prenez pas de risque. Ça sert à rien, autant faire une deuxième installation si vous voulez quelque chose de propre. Et si ça se trouve, votre animal qui a déjà vécu, je sais pas, 4-5 ans, ça se trouve, il aurait peut-être pu vivre 1 an ou 2 ans de plus, on n'en sait rien. Donc à éviter, et c'est pas plus compliqué. Enfin si, c'est plus compliqué d'avoir 2 installations, mais c'est mieux, vaut mieux le faire. Voilà quelques exemples d'installations que j'ai trouvé sympathiques, pas parce qu'il y en a 2 qui sont les miennes, mais c'était juste parce que c'était plus simple, j'avais les photos sous la main. Alors vous pouvez faire des trucs très sympas, hein. La première c'est un truc relativement simple avec des tasseaux, etc. C'est à bricoler, c'est plus simple. Vous pouvez faire avec des profilés alu, c'est très commode maintenant, il y a beaucoup de terrariophiles qui utilisent ça pour, pas que pour les caméléons, hein, pour plein de terrariums. Moi je trouve ça super esthétique, la prochaine fois que je fais un truc j'utiliserai ça parce que c'est super classe, on peut faire des trucs très sympas. Et après, si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez bricoler des trucs sympas. Là, c'était mon armoire normande que j'avais modifiée en caméléonarium. Très pratique, très utile et très sympa. La seule chose que je lui reproche, c'est vraiment d'avoir une profondeur trop faible, de 60 cm. Mais bon, après, voilà, ça peut toujours s'améliorer avec d'autres choses. Mais comme quoi, on peut faire des trucs très sympas qui conviennent en même temps aux animaux. Pourquoi construire soi-même? Pourquoi c'est un avantage? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que vous pouvez trouver des installations toutes faites pour caméléons dans le commerce, notamment des flexariums, justement. Mais le problème, c'est que ils sont souvent trop petits. Enfin, je trouve que pour des adultes, c'est vraiment très juste. Et si vous trouvez une installation à la bonne taille, c'est que elle sera probablement hors de prix, et autant construire soi-même, souvent ça revient moins cher. Et l'autre raison, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire des trucs adaptés. Vous pouvez l'adapter à vos envies, à l'esthétique que vous voulez, et surtout, vous pouvez l'adapter pour le caméléon, pour des choses plus pratiques. Par exemple, une évacuation d'eau, c'est pas forcément pensé dans toutes les installations vendues dans le commerce, mais moi je trouve que c'est vraiment hyper pratique. J'y reviendrai un peu après. Donc voilà pour les exemples. Alors pourquoi je vous ai dit que la taille comptait? Alors pour 2 raisons. La première, qui n'est pas illustrée ici sur ce schéma, c'est évidemment l'activité de l'animal. Plus vous aurez une installation grande et spacieuse, plus votre caméléon va se déplacer et va être mobile. Ça, c'est hyper important parce que plus votre caméléon est mobile, plus il va faire de l'exercice. Et plus il va faire de l'exercice, moins vous allez avoir de risque d'obésité. Et ça, c'est important. Moi, j'ai testé à un moment de la semi-liberté dans une pièce, je vous en parlerai un peu après. J'ai vu une différence impressionnante de comportement d'exploration. J'avais compté les distances parce je lui avais mis des lignes droites, donc j'avais calculé et en additionnant, je crois qu'il avait fait, de mémoire, 1,5 km en une matinée.
juste en se baladant et en explorant. C'était impressionnant. Alors qu'évidemment, dans sa cage, il pouvait pas forcément. Et la deuxième raison, qui est illustrée ici sur ce schéma, c'est les gradients de température, hygrométrie, etc. Prenons par exemple deux installations, une petite et une grande, avec exactement le même principe, le même type de plantes, d'habitat, etc. et le même éclairage, même puissance, etc. Vous mettez la lampe à la même distance sur la même installation. Et quand vous avez votre point chaud, évidemment, dans la petite installation, vous allez avoir moins de place pour que votre gradient se mette en place, que ce soit un gradient de température ou un gradient d'humidité. L'hygrométrie, si vous avez une installation plus petite, évidemment, les parois seront plus proches du centre, c'est logique, c'est le principe même qu'elles soient plus petites, donc votre gradient d'hygrométrie sera beaucoup plus faible. Et pareil pour la température, l'installation va être beaucoup plus chaude. Autre problème, qui n'est pas illustré ici, mais c'est sur la largeur de vos installations. Moi, je vois souvent des flexariums, pour le coup des vrais, qui font souvent 60 par 60, ou un peu plus. C'est bien, mais c'est très peu. Si vous mettez votre lampe, que ce soit en haut, sur le côté, ou en haut, au milieu, ça revient au même, vous n'avez plus de gradient horizontal. C'est-à-dire que votre animal, pour se protéger de la chaleur, s'il a envie d'un environnement plus frais, il va être obligé de descendre. Même s'il n'avait pas envie de descendre et qu'il voulait rester en hauteur dans sa sécurité, il va être obligé de descendre. Donc il faut une installation aussi suffisamment large pour qu'il puisse se déplacer horizontalement et fuir la chaleur. Mais ça, j'y reviendrai un peu sur les températures, etc. En termes de chauffage et éclairage, alors ici, je vous ai présenté à différents types de matériel. Le chauffage et l'éclairage, le but, évidemment, c'est d'apporter de la chaleur, de la lumière de qualité et des UV. Et ils doivent répondre aux besoins du caméléon, évidemment, mais aussi des plantes, parce qu'on veut faire pousser des plantes, et aux contraintes de l'éleveur, en fonction de son budget, etc., et à la place qu'il a pour mettre les éclairages. Mais principalement aux besoins du caméléon, c'est vraiment le plus important. Les éclairages à proscrire. Tout ce qui ne produit pas de lumière. Le caméléon associe la chaleur à la lumière, donc excite les ampoules en céramique qui ne produisent que de la chaleur. Le caméléon ne fera pas le lien entre les deux. Pareil pour les ampoules rouges, je viens de dire qu'il fallait un éclairage de qualité lumière blanche, une lumière même intense. Les caméléons ont des yeux très sensibles. Donc, et c'est vraiment à ça qu'ils communiquent par le visuel, ils communiquent par les couleurs, ils communiquent par... ils chassent, tout se fait à vue chez les caméléons, c'est leur sens prioritaire, donc vraiment de la lumière blanche en qualité, donc pas de lumière rouge. Et pourquoi pas des fluos compacts, donc les ampoules torsadées, c'est parce qu'elles occasionnent souvent des problèmes aux yeux, des problèmes oculaires, notamment avec des tressaillements imperceptibles qui abîment la cornée, il me semble, des caméléons. Donc à éviter aussi. Ce qu'on peut avoir ensuite pour les UV, c'est les ampoules 3 en 1 et les néons. Alors personnellement, je ne vais pas pouvoir vous parler des néons parce que j'en ai jamais utilisé. Parce que moi, j'ai toujours été sur les 3 en 1 et je vais vous expliquer pourquoi, mais je ne cherche pas à dire que les néons, c'est mal. C'est deux technologies différentes qui s'utilisent différemment et qui peuvent fonctionner dans des situations différentes. Alors moi, j'utilise les 3 en 1 parce que déjà, ça fournit une bonne lumière. Ensuite, parce que ça a une excellente pénétration, les UV sont concentrés et une bonne pénétration sur la hauteur. Et comme on a un animal qui est vraiment... il faut favoriser la hauteur, donc il faut des UV qui puissent pénétrer sur une bonne partie de la hauteur. Pas toute la hauteur, mais une bonne partie. Le problème des néons, c'est qu'ils ont généralement, en fonction des marques, ça dépend, une pénétration sur la hauteur un peu moins bonne. Mais ils ont aussi d'autres avantages, hein, c'est-à-dire qu'ils produisent peu de chaleur. Donc ils peuvent être utiles pour des espèces montagnardes qui ont besoin des températures relativement faibles, alors que les 3 en 1 sont utilisés vraiment pour des caméléons qui ont besoin par exemple des caméléons de lisière, comme le Furcifer pardalis, qui ont besoin d'une température plus élevée. Alors c'est pas elle qui fera directement le point chaud, je reviendrai juste après là, avec les lampes chauffantes, mais la chaleur dégagée peut quand même être problématique avec des espèces montagnardes. Pour les juvéniles aussi, le néon peut être utile. Donc voilà, c'est une technologie qui a des avantages, des inconvénients, comme toute technologie. Et voilà, j'en reparlerai juste après sur la diapo suivante. En termes de chaleur, alors, même si vous utilisez une 3 en 1, vous allez devoir ajuster la hauteur de votre 3 en 1 en fonction des UV, pour éviter de brûler votre caméléon. Donc le point chaud ne sera pas forcément la température que vous voulez. C'est pas grave, il suffit d'ajouter un spot chauffant. Alors ici, vous voyez dans l'ordre de mes préférences, soit l'ampoule chauffante, soit une halogène, qui est exactement le même principe, mais avec une durée plus longue, soit les spots à décharge, ou les HQI,
qui eux sont vraiment bien, un peu plus chers, mais ils produisent une chaleur beaucoup plus intense, une lumière très blanche, beaucoup plus blanche que les deux autres qui sont juste avant, qui donnent une lumière un peu jaunâtre. Et comme j'avais dit que la lumière était très importante, les HQI sont vraiment très bien pour produire une lumière blanche, intense et de la chaleur. Alors ça veut pas dire que les ampoules chauffantes sont nulles, moi c'est ce que j'utilise depuis longtemps, c'est juste que je préfère, j'aimerais bien changer pour une HQI. Les LED sont très bien aussi, c'est utile d'en rajouter parfois pour des installations un peu sombres, notamment si vous utilisez du néon. C'est vraiment important. Par contre, il faut savoir que vous ne pouvez pas les utiliser seuls. Ils produisent pas d'UV et c'est bien pour ajouter de la lumière, mais je sais plus s'il n'y a pas d'UVA non plus. Les caméléons en ont besoin pour voir aussi. Il faut un spectre complet. Les LED n'offrent pas de spectre complet, donc à utiliser avec d'autres technologies. Ici, sur la petite illustration, vous voyez ce que certains reconnaîtront dans l'assemblée comme mon fameux Tipeee. C'est juste pour vous montrer que les lampes ne doivent pas être posées sur le grillage. Il faut toujours une distance de sécurité. J'y reviendrai sur la diapo suivante. Et là, tous les moyens sont bons, tant qu'ils sont sécurisés. Et vous n'avez pas besoin de vous ruiner forcément dans une potence si vous n'avez pas forcément un objectif très esthétique. Moi, j'aime beaucoup la pratique, donc voici mon fameux Tipeee. Donc ici, sur cette illustration, ça résume un petit peu ce que je viens de dire, et surtout, vous avez un peu ce que moi j'utilise comme distance. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit qu'il fallait une distance de sécurité pour les 3 en 1, c'est vraiment très important. C'est du bon matériel, ça fait bien d'UV, ça fait bien d'UV, ça ne veut rien dire, ça fait beaucoup d'UV, mais c'est du matériel qui peut être potentiellement dangereux. Et il y en a beaucoup qui le diront, il y en a beaucoup qui ont brûlé leur caméléon. Et moi-même, j'ai brûlé mon caméléon. Ça m'est arrivé au début, j'avais installé ma lampe trop près, pourtant j'avais une distance de sécurité. Il faut une distance de sécurité entre l'animal de 30 à 40 cm. C'est pas que c'est du matériel dangereux, c'est que ça s'utilise comme ça, c'est important. Votre ampoule, vous ne pouvez pas non plus la poser directement sur le grillage et juste mettre vos branches à 30-40 cm plus bas dans l'installation, déjà parce que ça vous fait perdre 30-40 cm d'espace, mais aussi parce que votre caméléon peut grimper la tête en bas. S'il voit un gros espace au-dessus de lui et qu'il a un grillage pour accéder en haut, il va le faire. Il y aura, surtout au début que vous venez l'installer, il va explorer, il va venir se pendre la tête en bas. Et là, le risque de brûlure, il est énorme, parce que la lampe se retrouve juste à quelques centimètres au-dessus de lui, et là, ça va pas être possible. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la branche la plus haute du point chaud à 15 cm du grillage, donc c'est suffisamment proche du grillage pour qu'il soit pas tenté de grimper à l'envers, et la lampe au-dessus est à 20 cm, ce qui fait que même s'il est tenté de grimper au grillage, il y aura toujours les 20 cm de sécurité. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc, oui, pas de solution universelle. Comme je vous ai dit, ça, tout dépend. Ne croyez pas quelqu'un, s'il vous dit « moi j'utilise ça, c'est ça qu'il faut utiliser », c'est la solution qu'il faut. Il faut pas. Il faut se méfier de ces gens, pas de ces gens-là, vous ne méfiez pas de tout le monde non plus, mais méfiez-vous de ces conclusions hâtives. Aucun éclairage et appareil chauffant la nuit. Moi, ce que j'utilise, c'est... Donc oui, là, on revient un peu sur le Pardalis. Moi, ce que j'utilise, c'est un cycle de 12-12, comme on est assez proche de l'équateur. 12 heures d'éclairage, 12 heures de nuit. Mais à final, à Madagascar, on a plutôt un cycle de 11 heures de soleil et 13 heures de nuit. Ça change pas grand-chose en captivité, mais c'est bon à savoir. Alors, chez moi, je vous dis, c'est juste à titre indicatif. Comme je vous dis, il n'y a pas de solution universelle, c'est juste pour vous donner un exemple. Le point chaud, mon point chaud est entre 30 et 35 degrés. Pour du Pardalis, c'est tout à fait correct. La zone froide est le jour entre 20 et 27 degrés. Donc comme vous voyez ici sur le schéma, c'est pas tout le reste qui est à la même température. Il va y avoir un gradient, un dégradé de température qui va faire qu'à la fin, en bas de votre installation, vous allez avoir des températures qui sont celles de votre pièce. Donc chauffer la pièce est important, en tout cas pas descendre trop bas en température de pièce. D'où le choix de la pièce à choisir bien judicieusement dans votre maison ou votre appartement. La nuit, la température peut descendre assez bas, c'est une espèce qui aime bien les amplitudes thermiques, pas comme les caméléons montagnards, pas autant, mais les caméléons aiment bien. Donc voilà, moi je suis entre 16 et 20 degrés. Mon matériel, vous le voyez là, moi j'utilise une Solar Raptor ou une Reptile Expert, ça j'ai testé les deux. Une ampoule chauffante ou une HQI, bon j'ai pas encore essayé, enfin si j'ai vu, mais j'ai pas, voilà, bref. Et des LED pour complémenter un petit peu. Passons maintenant à l'hygrométrie. Alors, l'hygrométrie, évidemment, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a une installation grillagée et ventilée. Alors ça, c'est un gros problème, parce qu'on nous demande souvent de maintenir une hygrométrie. Souvent, dans les fiches, on voit même maintenir à 70% d'hygrométrie. Voilà, c'est super, mais comment on fait? Eh ben, c'est pas possible. Et c'est important de savoir que
il y a un cycle d'hygrométrie à respecter. Je reviendrai à la diapo suivante pour en parler plus facilement. L'autre chose que je voudrais aborder, c'est qu'on fait souvent la confusion entre brumisation et pulvérisation. C'est pas la même chose. Ce qu'on cherche, nous, pour le pardalis, c'est une pulvérisation relativement fine, mais pas de la brumisation. La brumisation est réservée pour les espèces montagnardes, pour créer les brumes qui nappent les montagnes le matin. Et encore, c'est pas forcément... ça augmente pas tellement l'hygrométrie, donc leur intérêt reste à prouver, mais c'est plus naturel pour eux de faire ça. En tout cas, pour de pardalis et les espèces de plaine en général, c'est pas utile. Ensuite, vous avez plusieurs solutions pour arroser votre installation. Vous avez, si vous êtes courageux, manuel, et si vous êtes là tout le temps. Moi, comme ça m'arrive de partir en week-end ou en vacances, je préfère privilégier quelque chose d'automatique. Là, plusieurs solutions. Les systèmes en kit, qui sont relativement chers. Alors, c'est très facile l'utilisation, hein, c'est ce que vous voyez en bas, hein, il y en a plusieurs marques proposent ça. Moi, ceux que j'ai essayés n'étaient pas forcément très efficaces, ça manquait de puissance, mais peut-être qu'il avait un défaut, je sais pas. En tout cas, leur principal défaut, c'est évidemment que ça coûte cher. Ensuite, vous pouvez fabriquer votre système vous-même. C'est relativement simple, il y a des tutos qui existent, je ne vais pas vous décrire comment faire, hein, ça existe, c'est facile. Soit vous utilisez des petites pompes Ulka, on trouve dans certaines cafetières, style Senseo, etc. Soit vous utilisez une pompe à diaphragme. Alors l'avantage, c'est que ça fait beaucoup moins de bruit. Donc si vous êtes dans une pièce à vide, c'est beaucoup plus sympa. Moi, j'ai horreur de me réveiller le matin avec ma petite pompe Ulka qui me défonce les oreilles. Mais bon, on s'y habitue à tout. En fait, il faut juste rester dans une fourchette minimum-maximum d'environ 50%. Faut pas que ce soit trop sec non plus tout le temps. Et faut pas non plus que ce soit confiné avec une hygrométrie constante hyper importante. Donc je dirais qu'environ 95%. Bon, c'est vraiment large, hein, c'est juste une estimation, mais voilà. C'est juste, faut pas que ce soit tout le temps détrempé. Et au niveau de la fréquence, en général, je reste à 3 arrosages, le matin, l'après-midi, mais en été, j'en rajoute pour faire une saison des pluies. Que je détaillerai un peu plus à cette diapo-ci. Et comme je vous disais, il faut faire un cycle d'hygrométrie pour respecter un peu plus ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, quand il y a une pluie, on a un pic d'hygrométrie. L'hygrométrie monte grandement. Ça dépend aussi des jours. Il y a des jours plus secs que d'autres. Ça dépend des saisons. Mais entre le jour et la nuit, il y a vraiment un changement. C'est-à-dire que le matin, on a une hygrométrie un peu plus élevée avec la rosée, etc. Au cours de la journée, l'hygrométrie décroît pour remonter en fin de journée. Et puis avec des pics pendant les pluies, comme je vous disais. Donc là, ce schéma, c'est juste un exemple de programmation qu'on peut faire. Et c'est un peu ce que je fais aussi chez moi, c'est-à-dire que j'ai des pulvérisations avant l'allumée des lampes pour recréer un pic d'hygrométrie. Le caméléon peut s'hydrater en plus en dormant ou au réveil. Au fur et à mesure de la journée, on n'a pas de pulvérisation, sauf que j'en rajoute en été pour faire une saison des pluies. Par contre, on peut avoir un goutte à goutte qui servira à hydrater le caméléon. J'en parlerai un peu plus loin dans une autre partie. Mais bon, là, je l'ai mis seulement l'après-midi, mais ça peut très bien être le matin aussi. C'est juste que comme il y a les pulvérisations le matin, moi, je vais préférer le mettre l'après-midi. Et ça change pas grand-chose. Et la brumisation que je vous avais mis ici, évidemment, comme je vous l'ai dit, elle est réservée aux espèces montagnardes. Puisque ici, on n'en a pas besoin, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, en termes d'aménagement, l'aménagement est très important. Alors, on dirait que c'est un bazar pas possible, mais en fait, c'est très organisé et ça sert à plein de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 2 choses qui sont utiles pour les caméléons, les branches et les plantes. Certains ont tendance à l'oublier, arboricole, ça veut dire des branches, ça vit dans les arbres, et parfois on voit des installations qui sont vraiment vides. Alors, à moins que vous ayez appris à votre caméléon à voler, eh ben non, il faut qu'il puisse se déplacer dans tout l'espace à l'aide de branches. Le but est évidemment en terraophilie enfin, en tout cas, moi c'est ma définition de la terraophilie, c'est de recréer un biotope similaire à celui de l'espèce, hein, c'est quand même plus utile. Surtout que maintenant, il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que le stress des animaux en captivité est lié à l'environnement. Hein. Si on a un environnement plus naturel, plus proche de celui qu'ils ont, l'animal va moins stresser. Et ça commence à être vraiment pris en compte, donc c'est important. Ensuite, il faut que l'animal puisse se déplacer dans tous les sens, ça c'est important, et les plantes et tout ça vont aussi permettre de réguler les gradients. J'en parlerai un peu plus loin. Et après, évidemment, vous pouvez faire votre choix de branches ou de plantes en fonction de ce que vous préférez pour avoir une certaine esthétique. C'est quand même sympa d'avoir une belle installation, comme celle-ci d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Commençons par les branches, les supports pour se déplacer. Déjà, il faut que les branches soient de différents diamètres, ça c'est important. C'est beaucoup plus connu chez les éleveurs d'oiseaux qui ont des problèmes lorsqu'ils utilisent toujours des branches du même diamètre.
les oiseaux ont des problèmes aux pattes. Et comme les caméléons sont arboricoles aussi, il faut vraiment qu'ils puissent choisir entre des gros ou des petits diamètres. Sachant qu'un caméléon préférera une branche en général qu'il peut tenir entre ses pinces, sans que... C'est-à-dire qu'il peut entourer sa patte autour de la branche pour avoir une bonne prise, pour s'assurer une bonne prise. Alors, quand j'ajoute des branches, qu'est-ce que je fais? On me demande souvent comment je les nettoie. Est-ce que je passe de la javel? Est-ce que je les passe au four? Est-ce que... Voilà. Alors, bon, déjà, ça rentre pas dans mon four. Ça rentre pas non plus dans une casserole pour les faire bouillir. Et puis, avant, je les brossais, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément utile. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je les laisse sécher. Ça, c'est important parce qu'il ne faut pas que votre bois puisse repartir. En plus, parfois, on met du bois qui est toxique. Enfin, la sève est toxique, les écorces sont toxiques. Donc vraiment, laisser sécher dehors, en plein soleil. Je peux les laisser plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour les gros morceaux, parfois plusieurs mois. Mais bon, il n'y a pas énormément de gros morceaux. Et puis, en général, j'ai pas la patience de les laisser plusieurs mois. La disposition, il faut favoriser évidemment les branches horizontales. Les caméléons aiment beaucoup les branches horizontales pour pouvoir se poser, se reposer. Mais évidemment, il faut aussi dans tous les sens, pour qu'ils puissent circuler, donc vertical, diagonale, etc. et sur toute la hauteur. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas laisser un espace vide en haut, à moins d'apprendre à voler à votre caméléon. Les fixations solides, c'est évident, pour toutes les espèces arboricoles, c'est comme ça, il faut pouvoir fixer les branches pour pas que ça dégringole et pour pas que ça casse. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, vous pouvez utiliser des vis pour les grosses branches. Alors évidemment, il ne faut pas que le bout dépasse, parce que sinon c'est dangereux, hein, on ne va pas mettre des bouts en métal à l'intérieur, potentiellement dangereux. Et puis l'autre problème, c'est surtout qu'on utilise souvent des branches trop fines pour pouvoir être vissées pour les caméléons. C'est bien pour les serpents arboricoles où on met des grosses branches, mais là, souvent, visser une brindille, c'est pas extraordinaire. Vous pouvez fixer les branches entre elles avec du silicone d'aquarium, c'est possible, pas forcément très esthétique, même si vous avez arrivé à camoufler, voilà, mais c'est possible. Mais il faut que les branches soient pas trop... Ensuite, des autres solutions, c'est la ficelle, de la corde, ça c'est très bien, au moins ça fait pas de mal aux caméléons. Les colliers de serrage, c'est aussi pratique, mais alors là, attention aussi avec le bord coupant, tranchant, pointu à l'extrémité. Alors c'est bien de tourner ces bords-là vers l'extérieur de la cage, ou alors vous les limez pour qu'il n'y ait plus rien qui soit dangereux. Et moi, ma solution aussi que j'avais fait, c'est comme j'ai un grillage assez gros, en fait, je passe des pointes à travers le bois. Alors ça marche mieux, là j'ai pas les bonnes pointes sur la photo, j'avais pas d'illustration, mais maintenant je prends des pointes à tête plate, et de chaque côté, je prends une branche pile de la bonne longueur pour qu'elle soit bien calée, et je mets des pointes à travers. Et évidemment, les pointes sont pas du tout accessibles aux caméléons puisqu'elles sont à l'extérieur, mais au moins la branche ne bouge pas dans le grillage, et c'est vachement pratique pour mettre des branches horizontales, parce que c'est vrai que c'est pas toujours super pratique, et j'aime bien cette technique. Là, sur la dernière installation, c'est vraiment pour la dernière installation. La dernière photo, c'est pour vous montrer le nombre de branches que j'utilise pour une seule installation. Ça, pour une seule installation, c'est vraiment tout ce que j'utilise. Donc c'est important vraiment de mettre beaucoup de branches. J'aime beaucoup les branches de chêne, c'est ce que vous voyez ici, c'est résistant, c'est rugueux, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut surtout pas utiliser? Alors, bon, surtout pas, ça, vous pouvez l'utiliser ou pas, hein, tout ce qui est produit dans le commerce, les lianes qu'on peut tordre, etc. Alors c'est pratique. Le problème, c'est que ça vieillit mal. Enfin, certaines, j'ai pas tout testé, hein, mais y en a qui vieillissent bien, après je sais pas. Leur problème principal, c'est surtout que c'est payant, et que, bon, flemme de payer pour un truc qu'on peut trouver dehors. Idem pour tout ce qui est branches qu'on trouve dans le commerce, hein, et puis pour les racines de vigne, les pieds de vigne, les branches les racines de palétuvier, etc. Tout ça, c'est des trucs qu'on trouve notamment pour l'aquariophilie, mais aussi maintenant beaucoup pour la terrariophilie. C'est bien, mais en général, ça coûte très cher. C'est des morceaux de petite taille, et en général, il faut l'occuper, notre volume. Donc, c'est pas forcément adapté à ce qu'on veut faire. Le bambou, beaucoup en utilisent. C'est vrai que les caméléons peuvent accepter de grimper dessus, mais c'est pas ce qu'ils vont privilégier. Si dans la nature, un caméléon va avoir le choix entre des bambous et des branches, il va aller sur les branches. C'est beaucoup plus stable, et c'est beaucoup moins glissant, donc à privilégier. Pas de résineux, enfin, sauf pour les espèces qui vivent dans du résineux, enfin dans des forêts de résineux, etc. Mais évidemment, ça dégage des phénols à éviter avec les caméléons et les reptiles en général. Évidemment, pas de branches avec des épines, etc. Hein, ça tient du bon sens. Et donc évidemment, ce que je privilégie, c'est d'aller faire un tour en forêt et de ramasser ces branches. Il y a des trucs très sympas. Alors, pas prendre les branches mortes directement sur le sol, parce qu'elles risquent de pourrir et de se casser, mais vous coupez quelques branches, avec autorisation du propriétaire, évidemment, hein. Notamment des branches d'arbres fruitiers, de chênes, ça c'est excellent, ça a un rendu esthétique génial, et en plus c'est résistant. La seule chose à éviter, c'est évidemment près des zones polluées, en plein centre-ville, près des champs cultivés pour les pesticides, près des usines, etc. Donc faites attention où vous ramassez,
Si vous êtes sur un endroit privé, demandez l'avis au propriétaire. Mais voilà, sinon ce qui est vraiment bien, c'est de prendre des branches dehors, les laisser sécher et les ajouter après. Les plantes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est... On parle toujours plantes vivantes, plantes artificielles. Alors, pas de grand débat. Je vais pas vous dire d'office que les plantes artificielles, c'est mal. On dit toujours les plantes artificielles, c'est mal. Bon, bah c'est mal. Là, au moins, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif où on peut voir pourquoi c'est mal et pourquoi il vaut mieux privilégier des plantes vivantes. On voit très bien les plus et les moins dans chaque, et on voit bien que les plantes vivantes ont plus de plus que de moins, et les plantes artificielles ont plus de moins que de plus. Donc le choix est vite vu. Ce qu'il faut juste préciser, évidemment, c'est que les plantes vivantes ne doivent pas être toxiques, donc à vérifier, il y a des listes que vous pouvez trouver dans des bouquins, sur des forums, etc. Vous pouvez vous demander à des personnes, il y en a qui connaissent, il y a toujours des doutes sur certaines plantes, moi-même, il y en a certains, j'ai toujours des doutes. Il faut rincer si vous achetez des plantes dans le commerce. Il y a toujours des produits, des pesticides, etc. Moi, je laisse quelques jours dehors et je passe un petit coup de jet dessus quelques temps. Et avant d'ajouter, c'est important. Les plantes artificielles, pourquoi vraiment il faut pas ou faut faire attention? C'est les risques d'occlusion. S'il y a une feuille en plastique qui se détache et que votre caméléon shoot un insecte qui est sur la feuille et qu'il avale la feuille en passage, bah, ça se digère très mal le plastique. Donc risque d'occlusion, c'est embêtant. Risque de blessure, griffure. Bah, parfois il y a des plantes en plastique qui ont des bouts pointus sur les feuilles, ou même des plantes, les plantes en tissu qui sont avec des tiges en métal à l'intérieur. On les voit pas forcément, parfois elles sont cachées, mais votre caméléon va tout explorer et il va forcément à un moment se rapprocher des tiges en métal et peut-être qu'il y a un risque qu'il puisse se blesser. Donc plantes artificielles à éviter, sauf évidemment pour votre bac de quarantaine. Alors faites attention aux plantes que vous utilisez quand même. Hein. Comme je dis, soyez vigilants sur les parties dangereuses. Mais évidemment, dans les quarantaines, là, on n'a pas le choix, puisqu'il faut quelque chose qu'on puisse désinfecter. Un récapitulatif de l'installation. Alors, quand on voit une installation de caméléon, on se dit souvent, c'est un gros bazar là-dedans, le propriétaire, il a tout mis en vrac, il a mis des branches, il a mis des plantes, c'est pas du tout réfléchi, c'est joli, mais voilà. En fait, non, c'est très réfléchi, et il faut réfléchir. Déjà, pour le furcifère pardalis, on l'a vu tout à l'heure, c'est une espèce de lisière. Donc c'est pas une espèce qui vit en plein dans les champs tout grand ouverts, et c'est pas une espèce qui vit dans les forêts fermées non plus. Donc il faut un espace ouvert et un espace fermé. Généralement, l'espace plutôt ouvert sera proche du point chaud pour se réchauffer, sera en haut pour faire une sorte de canopée, et représentera à peu près un tiers de l'installation. L'espace fermé lui permettra de se cacher, de dormir, de s'abriter de la chaleur, de la lumière, etc. Donc ça, c'est important de faire ces deux espaces. Ensuite, plus en détail, on a des branches spécifiques qui sont importantes. Toutes les branches ne se valent pas. La branche la plus importante, c'est celle du point chaud. C'est vraiment la plus importante, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Il faut ajuster son placement et sa hauteur en fonction de son éclairage de manière très judicieuse. Ensuite, les autres branches importantes, c'est celle de la zone d'hydratation, qui doit se trouver sous le spot de pluie, entre guillemets, la zone de nourrissage, et la branche du dortoir. La branche du dortoir est très importante aussi parce qu'elle doit pouvoir être dissimulée derrière le feuillage. Il faut que le caméléon puisse se soustraire de votre vue pour pouvoir se sentir en sécurité. Il ne va pas forcément y dormir, mais au moins quand il aura besoin et qu'il s'en sentira stressé, il pourra s'abriter de votre regard. Et ça, c'est valable pour tous les animaux en terrariophilie. Il faut qu'ils aient forcément un endroit où ils puissent s'abriter. Et entre ces branches importantes, vous avez tout le réseau des autres branches d'accès. Il faut que là, on en avoir dans tous les sens, et il faut que votre caméléon puisse se déplacer. C'est des véritables autoroutes. Et vous allez voir que c'est hyper satisfaisant d'installer des branches dans l'installation au début, et se dire, je vais la mettre là, comme ça il va pouvoir passer là pour accéder à ça. Et en fait, en vérité, il le fait vraiment. Et ça, c'est satisfaisant. En termes de substrat maintenant, le substrat est important aussi, déjà parce qu'on veut recréer un milieu, et donc le milieu naturel inclut aussi un substrat vivant. J'y reviendrai après pour le vivant. Vous pouvez aussi utiliser du papier journal, par exemple, mais ça, c'est pour les installations de quarantaine. Moi, ce que je vous parle, c'est vraiment pour une installation qui est de type plutôt naturel. Les choses à éviter absolument, qui sont des nids à bactéries ou qui occasionnent des risques d'occlusion si ingestion, c'est tout ce qui est faux tapis verts, tout ce qui est en gros morceaux, donc les éclats de bois, les éclats de coco, etc. Et évidemment, il faut que votre substrat soit sain, donc pas d'engrais chimiques. Donc, à quoi sert le substrat? Eh bien, évidemment, il sert à planter vos plantes. Alors, vous pouvez planter vos plantes, voilà. Soit vous les enracinez directement dans le bac, soit vous mettez des pots. Ça permet aussi de mettre une microfaune de détritivore. J'y reviendrai après, c'est important.
Ça permet d'augmenter l'hygrométrie, évidemment, puisque votre substrat va absorber l'excédent d'eau et il va le relâcher pour augmenter l'hygrométrie ambiante. Donc il participe aussi au maintien d'un gradient d'hygrométrie. Ça permet évidemment d'assurer une zone de ponte si vous avez une femelle. La rétention d'œufs, c'est un véritable fléau, c'est un problème. Et si vous n'avez pas de substrat, vous êtes obligé d'ajouter un seau ou un bac au cas où pour éviter les rétentions d'œufs. Donc si vous avez une femelle, là par contre, vous êtes obligé de passer par un substrat, que ce soit dans un pot ou un plein substrat. Alors bon, je vous ai dit qu'il ne devait pas être toxique, il devait être suffisamment fin, etc. Et ce qui est pratique, c'est de prévoir une évacuation d'eau. Au début, j'en prévoyais pas, et maintenant c'est vrai que je peux plus m'en passer. Vous avez le goutte à goutte, vous avez les pulvérisations, etc. Et si vous n'avez pas d'évacuation d'eau, parfois vous avez un gros problème avec un substrat qui commence à sentir, qui est gorgé d'eau. Et là, c'est vraiment un problème. C'est pourtant simple, si vous faites une installation vous-même, c'est hyper simple de faire ça. Là, j'ai mis une petite illustration qui est déjà disponible en ligne. Hein. Moi, je conseille vraiment de faire une évacuation d'eau. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce sujet. Le substrat doit être vivant. On voit toujours des petites bestioles dans nos terrariums qui se baladent et sont pas forcément toutes nuisibles. L'avantage d'avoir toute une microfaune dans son installation, cette microfaune ne va pas sortir, ne va pas s'échapper, ils sont à l'abri dans le substrat, ils vont pas se balader dans votre appartement ou votre maison, ils vont rester dans leur petit environnement. À quoi ça sert? Ça sert déjà à dégrader les feuilles mortes qui vont tomber, et aussi à dégrader les déjections de votre animal, qui vont pouvoir les restituer les nutriments pour les plantes. Et ça vous évite un gros travail, ça vous évite de ramasser toutes les crottes, toutes les déjections et de nettoyer régulièrement le fond. Ça évite aussi que l'eau puisse s'accumuler, que ça engendre des maladies. Vraiment, c'est très utile et c'est pas beaucoup plus compliqué. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces bestioles-là, surtout les blattes. Bon, il y a des blattes fouisseuses qui sont intéressantes dans ce domaine-là, mais les cloportes sont plus courants, les iules aussi, les colomboles aussi sont très utilisés en terraophilie. Bref, ce qu'il faut, c'est juste éviter les gros insectes, genre les gros iules, parce que évidemment, comme on est avec un animal insectivore, il va tenter de les croquer. Donc voilà, en général, il n'y a pas de problème avec les bestioles plus petites, mais c'est vraiment très utile. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des bestioles dans notre sol, c'est très positif. Même s'il y a des champignons, les champignons sont très bons pour dégrader la matière morte. Alors, maintenant qu'on a parlé du caméléonarium, donc une installation très classique, on entend aussi beaucoup parler de la semi-liberté. Alors la semi-liberté, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dédier une pièce entière à l'élevage de ces caméléons. Le principe est exactement le même que le caméléonarium. Il y a exactement les mêmes bases, les mêmes fondements, sauf que c'est en plus grand. La sécurité est extrêmement importante. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui font des installations incroyables en semi-liberté, mais qui n'osent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur que les gens refassent, mais en moins bien. Ce que je peux comprendre. Moi, j'ai vu des installations de semi-liberté parce que des gens voulaient faire pareil, ils trouvaient ça chouette, mais elles sont pas adaptées. Alors moi, je préfère en parler un bon coup, même si c'est vraiment sur un court moment, parce que il faut que ce soit bien fait. Et ça a des points positifs énormes, mais ça a aussi des grosses contraintes. Déjà, la sécurité. La sécurité, c'est hyper important. Vous allez avoir des éclairages qui sont accessibles. Quand je dis accessible, c'est qu'il n'y a plus de grillage qui les sépare. Ils sont à l'air libre au-dessus. Donc il faut absolument que le camion ne puisse pas grimper sur les câbles et se brûler à l'éclairage. Il ne faut pas qu'il puisse les atteindre par n'importe quel autre moyen. Donc ça c'est important et c'est un peu plus complexe à mettre en place. L'autre chose, c'est qu'évidemment, ça ne suffit pas de mettre votre caméléon dans une pièce et de le mettre sur un ficus qui est dans la pièce. Ou que vous mettiez une branche ou une corde. Ça, c'est une sortie occasionnelle, c'est pas du tout pareil. Alors, je dis pas que c'est pas bénéfique, les sorties pour les animaux qui les acceptent et qui les acceptent bien sont très bénéfiques, ça fait de l'exercice, etc. Mais ce n'est pas de la semi-liberté. La semi-liberté, c'est d'être tout le temps à l'extérieur, en dehors de l'installation, et d'avoir un habitat adapté. Et quand je dis adapté, c'est qu'il reprend exactement les mêmes bases que ce que j'ai vu précédemment. Par exemple, ici, on a une zone de point chaud, on a une zone d'hydratation avec de l'humidité, des pulvérisations, etc. On a des zones abritées qui sont cachées avec des branches, on a une zone de nourrissage, et on a un réseau de branches au milieu. C'est exactement le même principe. Et tout ce que je vous ai dit avant est valable en plus grand sur cette pièce. Alors évidemment, cette pièce doit être fermée, la sécurité est encore très importante, il ne faut pas que votre caméléon puisse sortir, ou qu'un animal un autre animal domestique puisse rentrer. Donc ça prend de la place, ça a des contraintes. Et voilà ce que j'en dirais à ce sujet. Ah oui, évidemment, comme vous avez beaucoup plus de place, vous pouvez installer plusieurs de ces zones. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs points chauds, vous pouvez avoir plusieurs zones humides, etc.
C'est vraiment très intéressant, mais ça a des contraintes, hein. Par exemple, le truc qu'on pense pas forcément, c'est que l'humidité. Si vous avez une pièce où vous mettez votre caméléon, bah, isolez les murs, isolez le sol. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'un pauvre ficus dans une pièce, c'est pas de la semi-liberté. Et il faut pas laisser votre animal comme ça, c'est vraiment une installation complexe et complète. En extérieur, l'extérieur extrêmement bénéfique. C'est pareil, exactement le même principe qu'en intérieur, sauf que évidemment vous avez plus l'électricité, puisque le soleil, rien ne remplacera jamais le soleil. Les éclairages artificiels ne sont qu'une pâle copie de notre soleil, donc c'est vraiment idéal. Par contre, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Le climat, la météo. Si on est en France, ça va. En été, on a souvent des climats adaptés. Bon, cet été, il est pourri, mais bon, j'ai vu quelques semaines, quelques jours par-ci par-là qui étaient adaptés. Moi, personnellement, je le rentre à partir du moment où la température descend en dessous de 15 degrés. Pour me faire part d'Alice, tolère assez bien les baisses de température. Par contre, les caméléons en général supportent très mal les fortes chaleurs. Donc il faut qu'il y ait toujours un endroit accessible à l'ombre, et vraiment à l'ombre et au frais, et en cas de canicule, vous le rentrez. La température descend à 15 degrés, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le lendemain matin, l'animal puisse se réchauffer. Donc pour ça, il y a quelques petites règles à respecter. Par exemple, l'emplacement est très stratégique de la cage. De préférence, vous l'installez au sud, évidemment. Si vous avez une habitation dans votre jardin, vous l'installez au sud pour qu'il profite de la chaleur et d'un meilleur ensoleillement. Abrité du vent également, c'est exactement pareil que dans votre maison, hein. Vous n'allez pas le mettre en plein couloir en plein vent, hein, sinon ça dessèche tout. Pas de plein soleil, comme je vous ai dit, les caméléons supportent très mal les coups de chaud. C'est vraiment, vous le verrez, hein, il va devenir très pâle, il va ouvrir la bouche pour se réguler, il va essayer d'aller vers le sol le plus possible. Moi je le vois, hein, quand il fait très chaud, mon caméléon va tout de suite en bas de la cage et essaye de sortir par le bas, par le coin. Et ça c'est vraiment typique, il va vraiment essayer de fuir la chaleur, les coups de chaud. Donc toujours le même principe, un tiers de zone ouverte, de préférence à l'est, comme ça il sera exposé en plein soleil le matin, il pourra se réchauffer après une nuit fraîche, ça c'est idéal. Et ensuite, les 2 tiers de la zone de végétation dense, mais vraiment quand je dis dense, c'est dense. Si vous pouvez le mettre l'installation comme j'ai fait ici dans une haie, c'est parfait. Il y aura de la fraîcheur, il y aura de l'humidité, et en cas de coup de chaud, même si vous êtes absent, il pourra s'abriter. C'est pas en mettant une installation juste sur sa terrasse avec des plantes à l'intérieur que ça fera de l'humidité. Vous mettez sous un arbuste. Par exemple, vous sentirez qu'il fait toujours chaud. Par contre, si vous rentrez dans votre haie, vous verrez qu'il y a une différence de température très importante. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche vraiment une différence de température et une différence d'humidité. Donc en cas de forte chaleur, vous le rentrez, mais vous pouvez aussi l'arroser. Il ne faut pas oublier de donner à boire très régulièrement. Une petite stratégie que je trouve pas mal mais que j'ai pas encore essayé, c'est de mettre un petit spot, si vous pouvez mettre l'électricité, mettre un petit spot le matin, juste allumer le matin en extérieur si la nuit est froide, comme ça il peut se réchauffer rapidement, parce que ça arrive que quand la nuit est froide, parfois le matin il fait pas beau, il pleut ou des choses comme ça, il fait gris, et si la nuit a été vraiment fraîche, le caméléon peut avoir un peu de mal à se réveiller, donc un petit spot chauffant, ça peut être pas mal. En termes d'alimentation, et je vais terminer avec ça va être mon dernier point, parce que l'important, c'est vraiment de varier l'alimentation. Ça, c'est très important, les caméléons sont sensibles à leur alimentation, et notamment, moi, ça m'est déjà arrivé des refus d'alimentation simplement parce que c'était pas varié. Une fois, j'avais mon caméléon, j'avais pas la possibilité d'avoir autre chose que des grillons pendant quelques temps, c'était en canicule, etc., et j'avais même pas accès à d'autres insectes dehors. Donc ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il mangeait du grillon, et un jour, il a arrêté. Il a pas voulu. Donc pendant une semaine, il a pas voulu. Pendant une semaine, j'avais aucune autre possibilité de lui trouver autre chose, et il a refusé de manger. Et quand je lui ai proposé un criquet, dès que j'en ai trouvé un, il a mangé tout de suite. Donc je commençais à m'inquiéter au début. Je me disais, il avait un problème de santé, il pouvait plus manger, c'était plus possible, il avait vraiment un problème. Non, c'est juste qu'il était capricieux, il en avait marre de manger toujours la même chose. Donc c'est important de varier. L'aliment de base, très facile à trouver, bon un peu moins pour les vers à soie, mais maintenant ça se trouve un peu. C'est vraiment ces 4-là, les 4 cavaliers de votre alimentation de base, sachant qu'il y a plusieurs espèces de chaque. Il y a plusieurs espèces de grillons, plusieurs espèces de criquets, plein d'espèces de blattes. En termes de vers à soie, vous avez le Bombix Eri et le Bombix Mori, donc le vrai ver à soie et le ver Bombix Eri, qui sont vraiment géniaux comme alimentation de base. Faut pas en donner en excès, parce que sinon votre caméléon fait de la rétention d'eau, c'est un peu embêtant. Mais je dirais que régulièrement, c'est un très bon aliment. Ensuite, diversifier, c'est important. Vous pouvez, sans problème, prendre des espèces sauvages. Mais par contre, il faut vérifier plusieurs choses. Comme pour le bois que vous prenez en extérieur,
faut vérifier que ce soit pas dans des zones polluées, évidemment, loin des champs avec des pesticides. Évidemment, pensez aux espèces protégées. N'allez pas me prélever des menthes religieuses si vous êtes en Île-de-France, par exemple. Ça, c'est une espèce protégée, donc respectons un peu notre biodiversité. On n'est pas là pour la piller. Attention aussi, évidemment, aux espèces toxiques et aux espèces urticantes, comme des chenilles, etc. Je sais que, comme je vous disais tout à l'heure, les caméléons, enfin les pardalis en tout cas, se nourrissent beaucoup d'hyménoptères. Alors, j'ai essayé, quand il était en extérieur, d'attirer des guêpes et des abeilles. Il en a mangé. Apparemment, ils peuvent gérer le dard en croquant la tête la première et en expulsant le dard lorsqu'il croque. Évidemment, se méfier. On n'en donnera pas comme ça à faire gaffe parce que ça reste dangereux. On est quand même en captivité, donc on va essayer de quand même jouer au maximum sur la sécurité. Mais en théorie, c'est possible. Voilà. En aliments occasionnels, je dirais pas qu'ils sont à bannir, mais ils peuvent être utiles en cas de problème. On a les vers de farine, les vers moriaux, les teignes et les larves de cétoine. C'est très gras ces choses-là. C'est vraiment très déséquilibré, mais ça peut être utile. Moi, je m'en sers parce que les camélons en raffolent, notamment pour leur faire comprendre où est leur gamelle. Moi, j'avais mis au début, quand j'avais mon camélon, il avait pas compris où était sa nourriture, et pendant longtemps, j'ai pas réussi à le faire manger parce qu'il acceptait pas de prendre à la main, et il trouvait pas sa nourriture, parce que mon installation était un peu grande à l'époque. Et j'ai mis des vers de farine dans sa gamelle, je lui ai montré en mettant, donc il suivait du regard ce que je mettais, et en 2-3 coups, il a très rapidement compris que c'était là qu'il fallait manger. Donc c'est utile pour ce genre de choses, à pas oublier, mais à pas donner au quotidien. Alors il y a plusieurs méthodes pour distribuer la nourriture dans des gamelles. Alors moi la gamelle j'utilise principalement pour les grillons, tout ce qui est insectes qui fuient la lumière, parce que le problème c'est que c'est tout ce qui est blades, grillons, etc. Ils vont aller se planquer dans le décor assez rapidement, et le caméléon va pas forcément les voir et va pas forcément les chercher en bas. Parce que le caméléon, évidemment, est arboricole, donc il va chercher des proies vers le haut principalement, ou dans la zone moyenne, même si ça lui arrive de descendre et shooter quelques points en bas. Mais il n'ira pas fouiller dans le substrat à la recherche de sa nourriture, comme le ferait un varan. Enfin, ça dépend des varans, évidemment, mais voilà. Donc, moi, je les mets dans une gamelle. L'autre intérêt, c'est évidemment la sécurité. Les grillons peuvent attaquer, volontairement ou pas, hein, mais le caméléon pas pour grignoter, parce qu'ils essayent de grignoter un peu tout ce qui passe, des feuilles, des machins, et le caméléon est à quelque chose, lorsqu'il dort, peut être quelque chose de très appétissant pour les grillons. Donc à éviter pour question de sécurité, mais normalement, si vous nourrissez bien vos grillons, et c'est ce qu'il faut faire, ça ne devrait pas arriver. Mais par sécurité, la gamelle, c'est bien. Lâcher dans l'installation, c'est très bien aussi. Ça favorise l'activité, la chasse, etc. Et donc c'est une bonne chose, mais moi je le fais avec des insectes qui volent, des araignées, etc. Et tous les insectes qui seront attirés vers la lumière. Donc les criquets c'est génial parce que les criquets eux ils vont se précipiter vers le caméléon. C'est-à-dire que si je les lâche là-dedans, ils vont être attirés par la lumière comme le caméléon. Ils vont monter en haut et là ils vont se faire boulotter. C'est dommage pour eux mais c'est bien pratique. La distribution à la main, là vous pouvez donner tout et n'importe quoi du moment que votre individu est habitué. Moi par contre je l'ai trop fait, c'est-à-dire que mon caméléon est tellement habitué, on a vécu dans la même pièce pendant 3 ans dans un petit appart de 20 mètres carrés, donc maintenant il me voit tellement qu'il m'a trop associé à la nourriture. Il n'y a plus aucune sauvagerie là-dedans, et il va même plus vers sa gamelle. Il attend juste que je lui donne à manger. Donc pour l'enrichissement, changer de temps en temps de place et de moyen de donner la nourriture et changer la gamelle de place. Ça peut être utile pour éviter qu'il soit trop habitué. Au-dessus, vous voyez ce que j'utilise comme programme. Voilà, je ne vais pas tout vous citer parce que ça va prendre du temps et je prends beaucoup de temps à parler. Mais voilà, c'est ce qu'il faut vraiment important pour éviter l'obésité. C'est vraiment déjà faire d'exercice, une grande installation, mais aussi ne pas trop nourrir. Il vaut mieux trop peu nourrir que trop nourrir. Bon, après, vous surveillez votre caméléon qui ne devienne pas trop maigre, mais un caméléon adulte, ça peut jeûner. Ça peut jeûner sans problème 1 semaine. Si votre caméléon est en bonne santé, moi ça m'est arrivé une fois en cas de force majeure, je devais partir en vacances, j'avais personne pour le garder, et pendant 1 semaine, enfin un peu moins d'1 semaine, il est resté sans manger. Je l'ai retrouvé en pleine forme. Il n'y a pas de problème tant que votre animal est en bonne santé. Alors évidemment, il faut le nourrir quotidiennement avant et après, avec des aliments variés, mais normalement ça pose pas de problème. Alors c'est pas un serpent, allez pas le faire jeûner pendant 1 mois. Hein. Vous des aliments trop gros. En général, on nourrit avec des aliments très gros les caméléons. Dans la nature, ils chassent souvent des petites proies. Et même si on regarde des grosses espèces comme le Triocéros melleri ou le parsoni, le Caluma parsoni, même si ce sont des espèces énormes, qui peuvent faire presque la taille d'un chat, ils peuvent manger des toutes petites bestioles. Ils peuvent choper des petits grillons, des petites abeilles, des petits machins.
Nous, on donne des gros criquets et des gros crayons adultes, c'est énorme. Donc, pas trop forcer là-dessus. Ce qui est très important, très important, c'est de bien nourrir les proies. Alors déjà, c'est impensable de donner une proie qu'on vient d'acheter, parce qu'elle est complètement déshydratée, elle est mal nourrie depuis un moment dans le commerce. Donc autant la laisser au moins 24 heures à se nourrir avant, avec des aliments variés, et qui sont riches en eau, en calcium, en vitamines, en caroténoïdes, etc. Les caroténoïdes sont très importants pour les caméléons, et on en trouve beaucoup dans les carottes, donc vous pouvez donner à vos grillons de la carotte, ce sera génial, et encore plus dans la patate douce. Si vous faites une recette à la base de patate douce, j'aime beaucoup la purée de patate douce, et ben vous gardez une petite tranche pour vos grillons, c'est encore plus riche que la carotte, donc c'est génial. Le pissenlit est très riche en calcium, l'endive aussi énormément. Alors méfiance avec les endives, j'ai eu un problème une fois où mes grillons sont tous morts. Donc je l'avais pourtant lavé l'endive correctement avant, mais méfiance dans les supermarchés, les pesticides, on bouffe vraiment des trucs incroyables parfois. Ils étaient tous morts et j'ai mangé ça aussi, hein, donc c'était incroyable. Donc maintenant je me méfie un peu, ou je prends des trucs bio, mais voilà. Sinon, je sais que dans mon jardin il y a toujours du pissenlit et de l'ortie, donc ça c'est pas un problème. Les fruits pour les vitamines, moi j'aime beaucoup le melon. Je suis un grand fan pas de melon. Oui, si, j'aime bien le melon, mais je voulais dire pamplemousse. Donc souvent, je donne mon reste, quand je mange mon pamplemousse, je donne les restes. Orange, pareil, pommes, je me donne beaucoup de pommes. Vraiment, c'est important de varier, de donner un peu de tout ça pour vos insectes. Un insecte bien nourri, c'est un camélon en bonne santé. Parce que vous n'aurez pas besoin de supplémenter en vitamines, puisque tout se retrouvera dans les insectes qu'il aura mangé. Pareil pour la D3, la vitamine D3 ça fait souvent débat, mais au final si vos UV sont de qualité et que vous êtes sûr qu'ils sont de qualité et que vous donnez du calcium régulièrement, normalement pas besoin de supplémenter en D3. Et vaut mieux éviter pour éviter les surdosages, les hypervitaminoses, ça peut être dangereux. Le calcium, alors moi ce que je fais c'est qu'il y a plein de calcium qui sont en vente spéciale reptiles etc dans les trucs, mais parfois c'est des mélanges et parfois on sait pas forcément trop ce qu'il y a dedans. Le plus simple, c'est tout simplement d'aller en pharmacie ou commander sur internet du carbonate de calcium. Ça se trouve en sachet, en paquet. Bon, bah, ça coûte pas cher du tout. Et puis, bah, au moins, on est sûr que c'est du calcium pur. Vous saupoudrez ça sur vos grillons, à intervalles réguliers. Surtout quand ils sont jeunes, évidemment, quand ils sont vraiment en pleine croissance. Là, c'est important. Mais sinon, voilà, moi, je le fais assez peu régulièrement maintenant. Je dois le faire une fois par semaine, à peu près. Voilà, c'est... Mais normalement un peu plus, ça peut être pas mal. Le risque est aussi grand avec des individus adultes hein, qui peuvent devenir apathiques lorsqu'ils ont un manque de calcium, c'est important. L'hydratation, j'ai déjà parlé des méthodes de pulvérisation pour l'hygrométrie, c'est lié. Ils peuvent aussi très bien boire avec la pulvérisation automatique que vous avez. Mais commençons par le début. Déjà, les choses inutiles ou à proscrire. Une fontaine, déjà... c'est pas forcément utile. Votre caméléon ne va pas forcément boire à la fontaine, et la fontaine sera souvent en bas, et surtout c'est un système fermé. Il faut privilégier les systèmes ouverts. Les systèmes fermés, l'eau tourne en permanence, et ça peut engendrer des bactéries qui peuvent être vraiment problématiques. La gamelle n'est pas forcément à proscrire, mais elle est totalement inutile, puisque le caméléon ne va pas boire naturellement dans la gamelle. Ça peut arriver à la saison sèche qu'un caméléon aille boire dans une flaque d'eau à Madagascar, mais c'est vraiment pas sa méthode préférée. Surtout qu'il sera vulnérable au niveau du sol, donc il va très rarement le faire. Ils ne sont pas habitués à voir de l'eau stagnante, donc de l'eau en mouvement qui vont lécher sur les feuilles principalement. Il existe des fontaines à caméléons qu'on trouve beaucoup principalement sur des sites chinois sur internet. C'est très pratique en cas d'absence, par contre le gros problème c'est évidemment que c'est encore un système fermé qu'il faut donc nettoyer régulièrement et changer l'eau régulièrement pour éviter les proliférations bactériennes. Il y a des plantes qui existent en mode dripper, j'ai pas essayé, je crois qu'on peut l'utiliser en système fermé ou en système ouvert, à voir ce que ça vaut. Moi j'aime toujours pas les trucs artificiels, mais bon, à tester. Le plus simple c'est évidemment d'utiliser un goutte à goutte, vous en avez qui sont vendus dans le commerce, bon bah pourquoi s'embêter à acheter un truc alors qu'on peut le bricoler soi-même, soit à partir d'une perfusion, c'est vraiment très efficace, vous pouvez régler le débit du goutte à goutte, etc. Mais moi, comme j'avais un peu la flemme, j'utilise surtout une bouteille percée. Franchement, 0 €. Moi, j'ai fait des trous sur le long de ma bouteille. Elle avait une section carrée. J'ai fait plusieurs trous d'un côté. C'est posé. C'est ce que vous voyez sur l'illustration là. Vous avez la bouteille qui est posée en haut et ça goutte. Alors, j'ai fait un petit trou en haut et je règle le débit avec un bout de pâte à fixe que j'ai posé dessus. Vraiment 0 €. Hein. Et ça marche super bien. Alors, évidemment, si vous avez plein d'individus, ça va commencer à devenir un peu embêtant.
Donc vous pouvez faire un système avec une perfusion, ce sera plus simple. Vous pouvez régler le débit pour les différentes installations en même temps, ça peut se faire. La pulvérisation automatique, bon, j'en ai parlé, il peut servir, mais toute seule, disons qu'il vaut mieux un autre système en complément. Et ben je crois que j'arrive à la fin. Donc là, c'est la bibliographie que vous pouvez utiliser. Vous avez un peu de littérature française. Le bouquin que vous voyez ici, L'élevage des caméléons, est excellent pour débuter. Il y a toutes les bases là-dedans. Il y a quelques points à revoir, j'ai vu quelques petits trucs qui me chiffonnaient. Mais franchement, pour avoir les bases, c'est excellent. Le volume de l'Atlas de la thérophilie sur le lézard est aussi excellent. Alors, il n'est pas centré sur les caméléons, mais il y a beaucoup de notions qui peuvent être très utiles et qui concernent aussi les caméléons. Le site de Matcham, qui est génial, ça concerne uniquement les caméléons de Madagascar, évidemment, mais très complet. Vraiment, allez y faire un tour, c'est génial. Et puis, je le mets ici, parce qu'à la base, il est en allemand, mais ils ont fait un truc pour qu'il soit en français. Donc, franchement, allez y faire un tour. En plus, il y a des super photos. Les plateformes d'échange, c'est important, c'est bien de pouvoir échanger sa passion. Il y a évidemment le mythique forum Tanalei. Alors ça, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, puisque c'est là que tout a commencé pour moi, évidemment. C'est un forum qui commence à se faire vieux, le pauvre, hein, mais tous les forums ont pris un coup avec les réseaux sociaux, mais ça reste une mine d'or d'informations. Donc c'est vraiment la caméléonophilie du début jusqu'à la fin, rassemblée dans un seul forum. Et on est quelques-uns encore irréductibles à y rester pour répondre aux nouveaux, et on essaye de relancer le truc. Donc si vous voulez y faire un tour, il n'y aura aucun problème. On gère ça. Le groupe, il y a plusieurs groupes Facebook sur les caméléons. Bon, il y en a plein, hein, et il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien. Bon, bah après, je ne me permettrai pas de juger tous les groupes Facebook. Facebook, en général, il y a tout et son contraire. Moi, je suis sur ce groupe-là, que vous voyez ici. Il y en a d'autres. Je me permettrai pas de le juger, mais celui-là, je suis dessus et il me convient. Donc, si vous voulez passer faire coucou, vous pouvez venir. La chose qu'il faut dire sur ce groupe, c'est juste qu'on privilégie vraiment l'entraide, d'accord, mais il faut que les personnes fassent leurs recherches avant. On n'est pas dans l'assistanat qu'on voit beaucoup sur Facebook. Si une personne arrive et qu'elle nous déballe toutes ses questions pour tout savoir de A à Z sur les caméléons, on va lui dire d'aller regarder un bouquin ou ce qui s'est déjà répondu sur le truc. Donc si vous pensez arriver et qu'on vous serve tout sur un plateau, c'est raté. La bibliographie pour aller plus loin, là anglophone ou d'autres langues, des bouquins extraordinaires. Celui du milieu est vraiment génialissime. Le seul problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas Madagascar, mais il y a toutes les espèces d'ailleurs, partout, sauf Madagascar. Et pour faire cette présentation, je me suis beaucoup inspiré du site de Bill Strand, qui est Caméléon Academy. Allez y faire un tour aussi, bref, allez faire un tour sur tous. Il y a des trucs géniaux si vous voulez approfondir un peu. Et là, j'ai fini et j'ai pris énormément de temps. Je suis désolé. J'espère que ça vous a quand même plu et que vous n'êtes pas trop ennuyé avec moi. Non, c'était nickel. Je te remercie, Martin. C'était vraiment cool. Pendant qu'on est dans la petite publicité, moi, je check aussi. Pas hésiter à aller voir nos réseaux sociaux, au niveau de l'association, que ça soit bien au niveau d'Instagram, de Facebook, ou même via le site internet, au nom de Zandoli, Z-A-2-N-D-O-L-I. Voilà. J'ai recueilli plein de petites questions au passage. Il y a des personnes qui te marquent génial directement dans les commentaires. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir, ça me va droit au cœur. N'hésitez pas aussi si vous avez déjà des questions, mais aussi des critiques. Moi, c'est la première fois que je fais ce genre de présentation. D'habitude, c'est moi qui est étudiant derrière un écran et qui suit des cours, plus ou moins bien d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me faire des critiques sur ma présentation. Vraiment, je prends tout. Ouais, c'est vrai que ça change un petit peu, mais c'est comme ça qu'on évolue. On Exactement. passe de derrière l'écran à devant. C'est pour ça que j'ai accepté quand tu m'as proposé de faire ça, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de me lancer dans un truc comme ça. J'avais un peu la boule au ventre au début. Bon, allez, vas-y, c'est parti pour les questions. T'inquiète. Mais en même temps, c'est une bonne expérience et en même temps, c'est fait pour ça aussi. Et puis, c'est le but de se partager. Je t'avais dit, ça se faisait tranquillement. Puis, tu connais bien ton sujet, je pense qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, j'ai plein de commentaires et présentations. Bravo, très bonne première présentation. C'était bien sympa, super, merci. Peut-être que pour que ce soit plus convivial, je sais pas si on peut mettre un peu les caméras, je sais pas si ça va laguer ou pas, histoire que ce soit un peu plus convivial. Je sais pas, on peut essayer si vous voulez. Voilà, peut-être que... Alors attends, si je sors de là... À toi l'honneur, lance, fais voir ta tête. Je suis perdu. Est-ce que vous me voyez? Voilà. Non. Non, toujours pas. Non, bon. Toujours pas. Bon, tu vas y arriver. Bon,
bah, normalement, c'était censé marcher. Ah oui, votre connexion Internet est instable. Bon, bah, Ah, super. bah, donc, Bon, bah, si la ah, tortue... bravo, toutes mes On a la félicitations. tortue qui clignote, bon, bah, la tortue... va pour la tortue qui clignote. Peut-être que je viendrai à un moment ou un autre remplacer cette tortue. Mais... Ah, si, c'est si, bon, c'est bon. t'es venu. Bon, très bien. T'es parmi nous. Tu bugs à mort, mais t'es parmi nous. Bon, bah, si ça bug trop, je retire, vous me dites. Bon, t'inquiète, on doit faire des grimaces, c'est pas grave. Dans les questions, j'avais une question. Est-ce que tu vois souvent ton pardalis au point chaud? Oui, bah, oui, ça arrive par souvent rapport le matin. Le matin, il a sa petite routine. Hein. C'est des animaux qui sont assez routiniers au final. Ils peuvent changer du jour au lendemain de routine, avec un emplacement différent pour dormir ou pour aller au point chaud. Mais oui, il va s'y réchauffer et ensuite il repart, même en plein milieu de la journée. Il fait ses allers-retours, il fait sa vie, mais oui, il va régulièrement sur le point chaud. J'avais des questions aussi sur la nourriture par rapport aux coléoptères. S'ils pouvaient manger des coléoptères. Oui, c'est possible. Alors, pas trop gros. Le problème, c'est que c'est très coriace. J'avais essayé par curiosité une petite cétoine un jour, quand il était en extérieur. Et pour être très franc, il a vraiment galéré. Donc, c'est pas le top. C'est pas leur alimentation préférée dans in situ non plus. Donc, pourquoi pas. Je vois pas ce que ça peut apporter en plus, à part une bonne galère à mâcher et à digérer. Voilà. J'avais une question, est-ce que ton PowerPoint sera disponible ou pas? Alors, je pense pas mettre le PowerPoint à T'es pas disposition. décidé. Je pense pas que le PowerPoint sera à disposition. Par contre, j'espère que l'enregistrement a fonctionné et toute la vidéo sera disponible. Et je mettrai au début de la vidéo les temps auxquels sont les différents chapitres. Parce que vu que ce sera long comme enregistrement, vous pouvez aller directement aux sections qui vous intéressent. Je vais essayer de faire ça comme ça, ce sera plus sympa et pour les absents et pour ceux qui veulent revenir dessus. Voilà. Et j'avais une dernière question aussi, c'est par rapport aux insectes qui avaient été posés sur le fait qu'on puisse donner les insectes du jardin. Eh bien oui, si votre jardin est loin d'un champ plein de pesticides et que vous n'êtes pas en pleine ville, oui, c'est possible. Comme je disais, il faut faire attention aux espèces toxiques, aux espèces protégées. Mais en théorie, c'est tout à fait possible et c'est très bénéfique. Et après, j'avais pas d'autres questions en particulier. Après, moi, si c'était par rapport à tout à l'heure, tu disais sur l'alimentation, les caméléons par rapport à un jeune d'une semaine. Je sais que toi, sur ton pardalis, on a déjà discuté que tu nourrissais un peu plus souvent. Moi, je sais qu'étant sur les Callitratus, je le nourris beaucoup moins fréquemment que toi. Après, voilà, j'ai pas assez de débats. Il y a eu quelques petits débats en disant que c'était mieux de la nourrir un petit peu tous les jours plutôt que espacer, etc. Là-dessus, je sais pas comment les avis divergent, parce que moi, je sais que par exemple, je vois les miens, moi, je mange une fois par semaine. Voilà. C'est rare qu'ils mangent plus que ça. Si j'ai une question qui s'affiche, tu conseilles un caméléonarium par caméléon, mais est-ce possible d'envisager des groupes ou même des mélanges d'espèces en système semi-liberté? Alors, moi je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas parler de mon expérience personnelle. Je sais que ça a été fait, je connais des personnes qui l'ont fait, que ce soit pour différents individus ensemble ou différentes espèces. Évidemment, je pourrais pas ni être pour ni être contre, puisque j'ai jamais fait et je me suis pas assez renseigné vu que je prévois pas de le faire pour l'instant. Mais c'est des choses qui existent, il faut poser les questions aux personnes qui l'ont fait. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faut évidemment suffisamment d'espace pour que les caméléons ne se stressent pas. Évidemment, éviter de mélanger les mâles et les femelles, ne pas les mettre ensemble, parce que là, même s'ils ont suffisamment d'espace, ils seront forcément attirés l'un par l'autre, surtout le mâle par les femelles d'ailleurs, et vous risquez d'avoir des problèmes. Les mélanges d'espèces, j'ai connu du mélange, quelqu'un qui mélangeait des pardalis avec du parsoni. Il paraît que ça se fait bien, mais évidemment, je ne peux pas le dire. Vu que je n'ai jamais fait et je n'ai pas suffisamment d'expérience là-dessus. J'ai une autre question qui apparaît sur le fait qu'il y a un caméléon qui ne supporte pas la pollinisation. Est-ce que ça arrive à d'autres personnes? Il y a un caméléon qui quoi? Qui ne supporte pas la pollinisation. Ah non, ça arrive. Comme je disais, dans la nature, ça arrive même qu'ils détestent la pluie qui leur tombe dessus et ils vont s'abriter. Il n'y a rien à faire contre ça. La seule chose à faire, c'est d'avoir proposé suffisamment de plantes et suffisamment d'abris pour que le caméléon puisse se cacher sous les plantes.
mettre des plantes à feuilles larges, par exemple, moi je pense au Pachira, c'est une plante sympa avec des feuilles larges, ou si votre caméléon, vous êtes sûr qu'il consomme pas les feuilles, bah, vous pouvez mettre un ficus avec des feuilles larges. Voilà, c'est des solutions qu'on peut trouver pour que le caméléon puisse s'abriter. Je vois une question, comment être sûr qu'il boit suffisamment? Eh ben, bon, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de le voir directement boire. C'est le plus simple. Mais il faut savoir qu'un caméléon qu'on ne voit pas boire, c'est pas forcément un caméléon qui ne boit pas. Moi, j'ai passé pendant un an, à partir du moment où j'ai eu mon caméléon, pendant un an, je ne l'ai jamais vu boire. Jamais. En un an. Et ça ne voulait pas dire qu'il buvait pas. Il était toujours aussi bien hydraté, mais on ne le voyait pas. Il faut voir l'aspect général. Si votre caméléon vous semble bien, avec en bonne santé, donc un casque normal, que ce soit l'humidité ou pas, des joues normales, un animal non creusé, les yeux non rentrés, une santé globale, dans ce cas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Normalement. Voilà, je vois beaucoup de merci, c'est génial. Si vous avez des critiques aussi, hein, j'imagine que c'était pas parfait comme présentation. Donc, n'hésitez pas à critiquer.